j'avais évidemment envie de leur arracher les yeux, de leur bouffer le cerveau, mais je suis resté super courtois. Si vous voulez avoir un business au service de votre vie et pas votre vie au service d'un business. Il y a plein de vendeurs de rêves en Lamborghini, ils sont peut-être un peu charismatiques, par contre au niveau professionnalisme c'est zéro. Je détestais ce gars, je pouvais pas l'encadrer avant dans les vidéos de dropshipping, et il était insupportable. Pour moi, voir les business de formation comme une fin en soi, je sais pas pourquoi mais ça me pose un peu problème. J'ai pas la prétention de dire que je veux monter une boîte à 1 milliard, mais si c'était pour monter une boîte à 1 million, je l'aurais pas fait non plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e déjà épisode de podcast d'Entre-deux. Je suis avec Alexis, comme d'habitude. On a repris nos petites habitudes, on refait des podcasts le soir. C'est la nouvelle année, on va avoir plein de choses à voir ensemble. Comment vas-tu Alexis aujourd'hui ? Bah écoute, si je fais semblant de pas avoir éclaté mon téléphone il y a 5 minutes, ça va très très bien, je suis de très bonne humeur. Et toi Louis ? Moi, je suis ravi que tu aies éclaté ton téléphone parce que ça va te permettre de passer du côté de la force, de quitter le côté obscur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, mais je compatis en vrai. T'étais à deux doigts d'un lapsus révélateur quand même. T'étais quand même à deux doigts de dire tu vas pouvoir passer du côté obscur de la force. Je l'ai bien senti. Oui, mais j'ai vite rebondi là-dessus. Mais oui, effectivement. On fait nos appels à l'action ennuyeux en début de podcast, là aussi. Tout à fait. L'ennui, c'est que du coup, on l'a fait sur le précédent épisode qui n'est pas publié. Donc, naturellement, enfin, il est publié demain, en fait, à un moment où nous, on tourne. C'est-à-dire que du coup, les gens n'ont pas vu qu'on leur demandait de nous poser des questions. Donc on va le refaire quand même. Vas-y, questions. Voilà, posez-nous des questions. On veut faire une rubrique dans ce podcast. On veut faire une belle rubrique où on répond à toutes vos questions, que ce soit business, que ce soit santé, que ce soit comment boire de l'eau. Donc, posez-nous toutes vos questions, à peu près n'importe où, globalement. Évitez sur nos chaînes respectives quand même, on n'en est pas là. Mais n'importe où sur YouTube, sur le YouTube de Entre-deux, ce sera très bien. Vous pouvez même le faire en commentaire sur Apple Podcast. Au passage, mettez une petite note 5 étoiles, ça prend 2 secondes. Et comme ça, nous, on sera notés. Donc, notez-nous. Ça permet quand même qu'il y ait plus de gens qui nous voient, qu'on ait plus de visibilité. Ça permet à des vrais podcasts, de vraies personnes qui font vraiment du business de percer un peu, qu'il y ait un peu plus de gens qui puissent écouter des vraies choses. Et comme ça, vous aurez contribué à un podcast qui deviendra sûrement un des plus grands podcasts business de France un jour. Exactement. Voilà, pour nos petits appels à l'action, c'est très important. Première leçon business du jour, toujours un appel à l'action dans tout ce qu'on fait. Ouais. Après, il y a l'art et la manière de le faire. Là, on le met un peu tôt dans le podcast. Oui, je pars du principe que tu sais, comme on en parle un peu en toute transparence, parce que comme c'est un podcast business, voilà. L'idée, c'est que comme on a des intros qui sont découpées un petit peu au début, avec des moments clés du podcast qui sont intéressants, enfin qui sont supposés intéresser les gens, captiver les gens, l'attention des gens, bah, on se dit, même s'il y a 30 secondes d'appel à l'action au début, c'est pas très gênant. Parce qu'il y a eu toute cette intro avant. On aurait directement embrayé sur l'appel à l'action, laissez-nous un avis et tout. Je pense que ça aurait été un peu dur, tu vois. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais. Donc là, j'avais l'intro en tête, effectivement. Ouais, absolument. Là-dessus, ça nous permet d'enchaîner naturellement sur mes devoirs, du coup. Est-ce que j'ai fait mes devoirs ou pas ? Est-ce que j'ai... Oui. Voilà, c'est ça. Là, parce que Louis me posait la question juste avant le début du podcast et je lui disais qu'il fallait attendre de lancer le podcast pour te répondre. Alors, je te réponds, Louis. Non, je n'ai pas fait mes devoirs. J'ai regardé 15 minutes avant 2-3 trucs rapidement sur ChatGPT. Okay. Alors du coup on explique juste de quoi il s'agit. Tu veux réexpliquer ? Voilà, c'est ça. Je sais pas si tu veux expliquer ou si je prends. Globalement, la semaine dernière, l'idée est née en live. Alors Alexis avait déjà un peu l'idée. Moi j'avais l'idée, mais comme plein de mes idées, là je suis juste dans la période où je me rends compte que mes rêves peuvent devenir des idées maintenant. Donc c'était simplement un rêve, mais en fait Alexis m'a dit oui, bien sûr, on n'a qu'à le faire. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd en plus, parce que là tu vois, tu me relances directement et tout, donc ça. Oui, moi je te relance dessus. Okay. J'en ai parlé à Victoria, elle est super contente. C'est le nouveau projet de ces 5 prochaines années. Enfin là, elle est à fond. Okay, donc l'idée, donc, parce que là on vous a toujours teasé, là vous savez toujours pas vraiment de quoi on parle. Non. Peut-être qu'on va lancer un business ensemble, peut-être qu'on va créer un nouveau pays. Pas du tout, on va peut-être, en tout cas on a le projet éventuel d'acheter une maison ensemble au fin fond d'une forêt, une forêt polaire, une forêt glaciale, une forêt pleine de neige. Une partie de l'année. Un beau chalet, une partie de l'année évidemment, un beau chalet type Ikea qu'on pourra éventuellement louer une partie de l'année et profiter une partie de l'année. Comme ça on sera bien équipé pour pouvoir faire des retraites éventuellement. Ouais, et des podcasts aussi. Et des podcasts, évidemment. Exactement. Donc ça, c'était moi un petit projet de vie que j'ai depuis plusieurs années déjà. Je sais pas à quel point j'étais sérieux sur ce projet de vie, mais en tout cas, à chaque fois que je pense à vivre quelque part dans le monde, c'était 1, au Japon, 2, avoir un chalet en Finlande, quoi. En gros, c'était ça.
Et donc, idée que je t'ai partagée, donc voilà. Et oui, alors on devait regarder, il s'est passé pas mal de choses, je t'avoue, entre-temps, il y a eu le nouvel an, tout ça, et non, j'ai pas du tout pris le temps de regarder. Surtout qu'en plus, il faut faire ça en profondeur, il faut regarder comment on fait pour acheter un terrain, ensuite le chalet, ensuite, je sais pas s'il faut faire des choses vis-à-vis de visa ou quoi que ce soit. En fait, j'ai absolument rien regardé. J'ai regardé sur ChatGPT juste avant. Si ça intéresse les gens de connaître le prix moyen d'avoir un chalet en Finlande, une partie de l'année sous la neige, sous 20 cm de neige. J'ai eu une fourchette de ChatGPT, une fourchette large, sachant qu'il m'a dit évidemment que ça pouvait aller bien au-delà. Si jamais tu décides d'avoir dans des endroits très prisés un énorme chalet façon Ikea, façon Instagram, ça peut coûter beaucoup plus cher que ce que je vais te dire. Mais j'ai eu une fourchette entre 50 et 200 000 euros de ChatGPT en le poussant à me donner un prix. Maintenant, je ne suis pas sûr à quel point c'est pertinent de lui demander parce que ça dépend tellement de facteurs qu'à mon avis, ça peut largement dépasser les 200 000 euros. Surtout celui que tu avais en tête de chalet. Oui. Oui, je pense. Après, tout est une question. Je pense que la question la plus importante, ce sera l'emplacement. Et du coup, moi, l'emplacement, j'en ai pas grand-chose à faire. Hein, si c'est au fin fond de la toundra finlandaise, ça me va très bien. Taïga. Exactement. Il y a aussi la toundra, hein. Mais la toundra, c'est le nom de la tempête. Ouais. Nous, on va être vraiment dans la forêt, quoi. Donc, ça me va bien. Et donc, oui, bah, on verra ça avec plaisir. C'est le prix qui est... Est-ce qu'après, ça mérite de faire un suivi dans ce podcast? Je sais pas. Effectivement, il faut que je fasse mes devoirs à un moment et que je redise vraiment combien ça coûte, etc. Mais après, ça devient un peu personnel et pas super intéressant à suivre pour tout le monde parce que tout ce que les gens veulent entendre un jour, c'est on a un chalet dans la... À la limite, qu'on le dise qu'on l'a, les gens vont trouver ça cool. Mais de suivre le truc, tu vois, voilà. Ce sera peut-être même la seule vidéo sur cette chaîne qui ne sera pas un podcast avant, mais un room tour où on va vous montrer chaque pièce, le nouveau chalet, etc. Tu as des suggestions d'ailleurs pour ce podcast? Ça peut être intéressant d'en parler parce que ça nous fera parler d'autres choses. Toi comme moi, apparemment, avons vu l'émission alors, c'est une émission / podcast sur YouTube parce que les droits TV ont été achetés. Pour son comment ça s'appelle, les interviews, comment ça s'appelle, sans filtre, non, face cachée, les interviews face cachée de Hugo Décrypte. Son dernier invité, c'est Squeezie. On a regardé hier soir et toi aussi, donc quand vous avez regardé après ou avant que je vous ai envoyé un message? On avait regardé 2-3 heures avant, pas plus, quoi. Et effectivement, son format, il est intéressant. Et en fait, toi, tu m'as envoyé un message dans la soirée en me disant ce serait bien qu'on fasse ça, notamment pour nous, pour nos futurs invités sur le podcast. Ce qui, quand même, ouvrait très grand la porte à faire un podcast avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'ambition que ce qu'on est en train de faire là actuellement. Louis, est-ce que tu veux m'en dire plus? Est-ce que tu as des idées pour ce podcast dans les 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans à venir? Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, 3 mois, 6 Puis mois, on décrira les idées, an. notamment pour l'interview. C'est vrai qu'il y a des trucs cool, on pourra en parler juste après aussi. Ouais. Moi, globalement, je t'avoue qu'avec ce podcast, je me laisse porter. Par la vibe un peu générale. J'ai un peu l'impression que toi aussi, t'es un peu plus actif que moi, je dirais. Ça dépend des semaines. Des shorts. La semaine dernière, je pense pas. Certes. Non, mais... tu m'as découvert, par exemple, que j'étais très populaire sur la peine de mort, mais je ne savais pas. J'ai vu très proactif à répondre à tous les commentaires et je salue vraiment tes efforts d'être resté très courtourement à moult reprises. Je suis resté super courtois. Ah, j'ai bien vu, il y a certains commentaires où tu étais là, genre, merci d'avoir donné ton avis. J'avais évidemment envie de leur arracher les yeux et de leur bouffer le cerveau, mais je suis resté super courtois, j'ai été super cool. Non, mais ça fait plaisir aussi qu'il y ait des gens qui donnent leur avis, quel qu'il soit. Bon, parfois, le fond, en général, je suis d'accord avec tous les fonds. Les formes, des fois, il faut faire un peu d'effort, mais c'est toujours un plaisir quand même qu'il y ait du monde qui participe. C'est toujours un plaisir, bah oui. Non, mais en fait, dis-le, Louis, c'est juste qu'on est content d'avoir des commentaires pour l'instant. En fait, même s'ils sont négatifs, même si c'est quelqu'un qui dit j'ai jamais entendu autant de merde, on est content quand même. Parce qu'en fait, il y a des commentaires et on se dit c'est cool, ça fait un petit peu d'engagement, le podcast progresse. C'est ça. Voilà, c'est tout ce qui... Et moi, je découvre les mauvais commentaires. Ouais. Il faut le dire aussi. Moi non plus, j'en avais jamais eu autant. Déjà, depuis 2019, depuis des années que je fais du contenu, j'ai jamais eu autant de commentaires négatifs en si peu de temps. Pour moult raisons. Là, on pourrait détailler tout. C'était pas ce dont on avait parlé du tout. Mais ouais, non, effectivement, je découvre un peu les commentaires négatifs, je dois avouer, avec ce podcast. Mais franchement, ça va, je le vis bien. Je pense que toi aussi. Oui, moi je le vis très bien de manière générale. Sur le moment, j'ai toujours un petit espèce de petit pic
c'est pas que je me sens piqué, hein, c'est moi qui ça me fait comme un peu une injection de non mais si on était en débat là, toi et moi tous les deux, tu pourrais pas tenir tu pourrais pas tenir ces propos, tu pourrais pas dire ça, tu t'aurais pas cet avis, etc. Ou alors tu le tiendrais pas. Après je me dis bon en fait tu serais plus courtois. Il serait beaucoup plus courtois forcément, ça c'est évident. Mais non, mais globalement c'est quand même un plaisir d'avoir des retours, qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des... Ben voilà, que ça grimpe un peu. Moi pour ce podcast, globalement je me laisse porter, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs que j'aimerais bien et que je sais qu'on aimerait bien tous les deux. Le premier truc principal, c'est à un moment faire venir des invités. Ça, c'est quelque chose qui nous ferait plaisir à tous les deux. Et justement, j'aimerais bien faire des interviews un peu différentes que juste la liste de questions et après on discute. J'aimerais bien faire interagir, j'aimerais bien attiser un peu la curiosité des invités. J'aimerais bien qu'il y ait même des personnes qui aient peur de se faire inviter chez nous en se disant que ça les mettrait dans de drôles de positions. Ça, c'est un sentiment que j'ai envie de créer chez certaines personnes. Mais ça peut pas créer ce sentiment, sauf si tu vas chercher des gens qui ont des idées différentes des nôtres. Ce qui veut dire que c'est un podcast aussi un petit peu différent. Est-ce que par exemple, tu veux aller chercher quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi sur un sujet politique? Si c'est ça que tu veux faire, enfin, ça fait partie de... moi, ça pourrait, ouais, carrément. Ok. Non, mais du coup, je découvre ce que tu as dans la tête, c'est intéressant. Vas-y. Mais à moyen long terme, parce que actuellement, ce podcast est un podcast business. Ça va sûrement le rester dans les grandes lignes, parce que c'est ce qui nous relie le plus tous les deux, je pense, et c'est ce qui intéresse le plus de gens, et c'est un peu ce qui rythme nos vies à tous les deux. Maintenant, on voit aussi que quand on met une petite pincée de politique, une petite pincée de ceci, une petite pincée de cela, ça crée un peu d'émulsion, les gens sont plus intéressés. On le voit aussi, je pense, avec les podcasts des autres. Dès qu'ils mettent un peu d'autres choses que du business, on reste intéressé parce que c'est jamais extrêmement éloigné. Dès qu'on se met à parler de productivité, de santé, de résolution, tout ça, ça reste proche du business quand même. Ouais. Quand on se met un peu à parler de politique, il y a aussi des petits liens. Donc moi, je pense que tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas complètement supprimer. Il faut juste les distiller. Il faut les conserver de temps en temps. Maintenant, voilà, je pense que la principale chose, évidemment, c'est faire venir des invités. Et ensuite, ça peut être... moi, j'ai un doux rêve, c'est qu'on fasse uniquement ces podcasts en présentiel, toi et moi, physiquement. Mais ça paraît compliqué. Oui, et pourquoi ça te paraît compliqué, Louis? Dis-moi. Ça me paraît notamment compliqué pour la bonne raison que pour l'instant, tu n'as pas encore décidé de quel quartier tu préférais à Dubaï. Et du coup, tu ne sais pas trop encore quel appart tu vas choisir, mais ça viendra avec le temps, j'en suis sûr. Ouais, mais tu m'as pas répondu. C'est vrai que c'est quand même, ça a du sens de le faire à Paris, hein, ce studio. C'est vraiment l'endroit, moi, où je pense. C'est-à-dire que même si j'étais à Dubaï, bon, du coup, forcément, on le fera à Dubaï par défaut. Parce qu'il y aura un vivier de clients pour un podcast comme ça oui, et tout. Mais, c'est ça surtout. Bah oui, mais la vérité, c'est que c'est quand même mieux à Paris. Tu vois, et je dis bien Paris, alors sachant que Paris, c'est pas chez moi. Hein. Donc, il faut que j'y aille quand même. C'est sûr que c'est moins compliqué pour moi que si toi, tu vis à Dubaï. Mais il faut quand même que j'y aille. Faut quand même que j'y aille. Ça a quand même un coût en temps, en argent et tout. Mais tu vois, je suis quand même prêt à me dire, bah oui, l'endroit le plus intéressant, ça reste Paris. Parce qu'on chope absolument tout le monde au passage, quoi. Vraiment, vraiment tout le monde. On les chope au passage, du coup peut-être moins flexible sur les dates, peut-être moins, voilà, peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps je comprends ton argument à 100%. Ouais, puis on va pas rester, je pense, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les auditeurs, non, du tout. Le backstage mais oui, non, je suis d'accord, effectivement, ce serait mieux en présentiel, ce serait intéressant, ça permettrait de faire de belles choses et d'avoir de beaux invités. En plus, je pense qu'on a tous les deux, toi et moi, envie de faire quelque chose de différent et forcément le projet mature au fil des épisodes. Il se passe pas grand chose d'un épisode à un autre, mais je veux dire, le temps passant, on va vouloir faire peut-être des choses différentes, tester des choses, etc. Là, pour l'instant, c'est juste un podcast assez classique, assez cool, où on discute tous les deux, mais on pourra le faire évoluer, évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, je viens de te voir sourire là d'un seul coup, et je me suis dit, peut-être tu avais une idée quand j'ai dit, on va le faire évoluer. Ouais, j'ai une idée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est que je me suis posé la question, alors là, on va partir un peu loin, y compris pour toi. Je suis allé je suis allé très loin, dans les tréfonds de ce que je peux penser. Et je me suis dit, mais tiens, dans un monde où le podcast n'a pas de ligne édito, tu vois, où c'est juste un podcast un peu à la Joe Rogan, sauf qu'on est deux et qu'on est sympa et qu'on parle de business souvent. Je me suis dit, qui serait l'invité? Joe Rogan, c'est un peu notre point Godwin à nous, tu vois. C'est le moment où il aurait fallu... Oui, alors évidemment, hein, c'est pas genre, je n'ambitionne pas que ce podcast devienne l'équivalent francophone du podcast de Joe Rogan, parce que ça demanderait beaucoup plus d'investissement que ce qu'on fait.
notamment à peu près un épisode par jour pendant des dizaines d'années, à mon sens. Mais quoique. Mais non, je me suis simplement posé la question de qui pourrait être mon invité vraiment prime, le maxi invité qu'on pourrait jamais avoir. Et je pense que c'est indevinable pour toi qui est ce que j'ai en tête. C'est un entrepreneur ? Ça n'a aucun rapport. Oui, en partie. En partie. C'est aussi un artiste ? Oui. Plutôt chanteur, chanteuse ? Oui, chanteur. Enfin, en France, hein ? Non. En anglais, du coup ? Oui. Donc tu... Non, mais c'est quelqu'un qu'on n'aura jamais. Hein. Attends, je comprends pas du coup. C'est parce que... impossible. C'est juste que quand tu m'as dit où tu voudrais le faire aller, etc., moi je suis allé super loin et je me suis dit, imagine un jour on a lui. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que tu serais prêt à faire un podcast en anglais. Ah oui, mais ça c'est faisable. Ah oui, d'accord. Bon, vous pouvez tous arrêter d'écouter du coup le podcast là. Voilà, seuls ceux qui parlent anglais peuvent continuer. Non, vas-y, dis-moi à qui tu penses. Moi je pensais à Curtis Jackson, que tu connais mieux certainement sous le nom de 50 Cent. Ah, ok. D'accord. Non, j'aurais jamais pensé. Je me doute que tu aurais jamais pensé. Ouais, notamment parce que je suis pas client, moi, hein, du coup. Notamment, sûrement. Ouais. Mais une vie extrêmement impressionnante. Et j'ai pas vu beaucoup d'interviews de lui, encore moins des interviews où il se fait un peu challenger. Et il a une vie extrêmement intéressante. C'est un entrepreneur de génie sur pas mal d'aspects, aussi bien au niveau musical que au niveau des marques qu'il a pu créer. Et donc voilà, ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai eu ce petit rictus que j'avais tu, mais que tu es venu chercher, attraper. Donc voilà. Et toi, Alexis, dis-moi, quelles sont tes potentielles idées pour ce podcast, pour les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, les 1 an, les 10 ans? On va rebondir rapidement sur le podcast de Hugo Décrypte, ce qu'il a fait avec Squeezie, c'était intéressant. Je pense après on va revenir direct quand même sur vraiment du business. J'ai 2-3 sujets en tête. Juste pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'il avait de bonnes idées sur par exemple ce qu'ils ont fait avec les miniatures. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est génial ça, ouais. Le podcast avec Squeezie, à un moment Hugo montre à Squeezie des miniatures qui sont des miniatures de vidéos qui n'existent pas, et voilà, il lui présente ces miniatures, il lui dit est-ce que cette vidéo là pourrait arriver un jour sur ta chaîne. Donc il y a une miniature Squeezie je deviens président, une miniature j'arrête YouTube, une miniature, il y a plein de miniatures qui sont vraiment dans la ligne édito de ce qu'il aurait fait sur sa chaîne, c'est les mêmes styles de miniatures carrément, et il présente ça, et c'est vrai que c'est très sympa. Après c'est assez niche dans le sens où il faut un YouTuber ou quelqu'un qui fait du contenu sur YouTube pour jouer à ce jeu-là. Mais ça, c'est une excellente idée. Demain, on reçoit quelqu'un qui a une chaîne YouTube ou des YouTubers. J'adorerais avoir ce petit format-là, section. Notre chargé de prod fait des miniatures pour cet invité-là et on lui présente ça et ça permet de déclencher peut-être des discussions sur plein de sujets. Je trouve que c'est très original et c'est quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, moi aussi. Dans l'épisode avec Squeezie. Ouais. Pour le reste, tout était intéressant. Après, j'ai pas réfléchi à du portage de ce que lui il fait chez nous. C'est vraiment les miniatures, moi aussi, qui ont attiré mon attention. Je sais pas si tu voulais, toi, s'il y avait d'autres points du podcast qui t'intéressaient. Il y a plusieurs trucs que je me suis dit, mais là je vais plus les avoir en tête. Il y a deux ou trois trucs où j'en ai parlé directement à Victoria en me disant ça on pourrait l'adapter de telle manière. Mais là je vais plus les avoir en tête. Mais je pense que ça se travaille, tu vois. Quand le jour où on aura des invités, moi j'ai quand même envie de vraiment bosser le truc. Je sais que toi aussi. J'ai envie que ce soit des vraies interviews très intéressantes. Donc si jamais parmi le peu de personnes qui sont là, dans votre entourage, vous avez un entrepreneur ou une entrepreneuse avec un parcours intéressant, un parcours atypique, qui n'a pas peur de se faire challenger, qui n'a pas peur d'avoir une interview un peu différente de ce qu'elle trouverait à peu près partout, eh bien n'hésitez pas à lui donner notre contact, à lui donner éventuellement nos réseaux sociaux respectifs pour qu'il puisse voir ce qu'on fait et éventuellement qu'on puisse avoir un contact pour faire un épisode. Plutôt entrepreneur du coup, dans les grandes lignes. Ouais, dans les grandes lignes, mais pas du tout forcément business en ligne, quoi. Faut dire. Non, pas du tout. Ça faisait partie des fantasmes que je me faisais de ce podcast des mois avant qu'on décide de le lancer. C'était qu'on a un podcast où on parle souvent d'entrepreneuriat avec des choses dont personne ne parle jamais. Donc dans d'autres industries, dans d'autres marchés, dans d'autres trucs, pas de business en ligne, pas de SaaS, pas de. Et il y en aurait aussi, mais au milieu de tout le reste. Donc tu vois, chez nous, il pourrait y avoir un poissonnier, un boulanger, ou les histoires de grosses boîtes, et enfin plein de choses. Donc voilà, si jamais vous avez créé une grosse boîte, si vous êtes par exemple le patron de Nintendo, de Sony, de Microsoft, tout ça aussi on peut recevoir sur le podcast avec grand plaisir. T'en dis quoi, Louis? Même juste le patron France, on s'en contentera. Ce sera un peu moins bien que le patron monde, mais France, c'est déjà très bien. Ouais, ok. Et là-dessus, est-ce qu'on n'irait pas sur 2-3 questions que j'ai pour toi, qui peuvent, en attendant d'avoir les questions de nos auditeurs du coup,
Tout à fait. On va commencer par une question un peu plus soft. J'en ai plusieurs, hein, mais je vais commencer par le truc le plus cool, le plus chill. Je crois que tu as déjà donné un peu des éléments de réponse. Tu m'as dit que tu avais en substance pas de réponse à me donner, mais je vais quand même te la reposer parce que je me dis peut-être tu y as réfléchi entre-temps. Quelle est la personne qui t'influence le plus aujourd'hui, particulièrement en business, mais ça peut être dans d'autres aspects de ta vie, sachant qu'on est sur un podcast business, donc ce qui nous intéresse, c'est nous, on a tous un prisme d'entrepreneur quand on t'écoute. Donc tu peux très bien dire il y a telle personne qui m'influence beaucoup en cuisine aujourd'hui, mais c'est bien après de se dire voilà, si c'est des trucs qui sont très très larges, très personnels, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Mais sinon, majoritairement business. Ok, majoritairement business. Et vraiment influenceur, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire on est tous influenceurs sur Internet, donc qui t'influence le plus vraiment quoi. J'ai réfléchi à ta question après que tu me l'aies posée, parce que je savais que ta fourberie ferait que tu représenterais cette question à moi. Donc j'ai anticipé un petit peu et je me suis dit que en fait très rationnellement personne ne me venait premièrement à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a personne où je me dis lui, parce que au début j'ai pris la question dans le sens, pas vraiment dans le sens influencé, mais dans le sens inspiré. Et j'ai des personnes qui m'inspirent, plusieurs, mais j'ai pas quelqu'un où je me dis waouh. Ça, c'est vraiment le top de incroyable, waouh, tu vois. Il y aurait peut-être des Américains que je connais pas, où je pourrais me dire ça. Mais en fait, après, j'ai retordu un peu la question et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui m'avait énormément influencé, qui est la personne qui m'a, je pense, le plus influencé, sans trop que je m'en rende compte. Mais tu me l'avais fait remarquer et tu avais totalement raison, on en a brièvement parlé dans le précédent podcast. C'est clairement Antoine BM, à l'origine de mes influences. C'est-à-dire que j'ai eu envie de vendre des formations et de faire... si tu veux expliquer qui est Antoine BM pour Ouais, bien sûr. J'ai eu envie de faire des formations et de vendre... et de faire des vidéos YouTube, avant de connaître Antoine BM. Mais c'est lui qui a formaté un peu la manière dont j'avais envie de le faire. Le complot. Oui, il n'a pas fomenté. Il a formaté. Il a formaté la manière dont j'avais envie, dont j'ai eu envie de le faire et dont je l'ai fait. Antoine BM, c'est un entrepreneur qui a une trentaine d'années, qui se veut un artisan du web, un artisan de la formation. Il est tout seul, il travaille avec ses petites mains, il vend ce qu'il appelle des petits produits, c'est des formations de quelques heures. Il en sort plusieurs par an. Entre 9 et 12. Et ensuite, il a tout un système, il a créé un lore, Antoine BM, un peu, avec les petits produits, avec les packs, avec les offres, il a créé un lore de l'artisanat. C'est comme ça que je le décrirais. Exactement. C'est son positionnement aujourd'hui, c'est celui d'être un artisan. Donc, on est vraiment sur ce fameux marché de la formation en ligne et d'apprendre aux gens à monter un petit business de formation ou un gros business de formation. Mais à l'inverse de certains qui sont très, très show-off, qui ont des grosses formations très chères à vendre, qui font des centaines de milliers de vues, Antoine, c'est quelqu'un qui est plus discret, mais dont la réussite reste assez brillante, à mon sens, et qui a vraiment un positionnement d'artisan où il essaie de tout faire plus ou moins tout seul au maximum. Bon, je sais qu'il n'est pas vraiment complètement tout seul, mais quand même en grande partie, ça repose vraiment beaucoup sur lui, sur son image personnelle et sur le fait qu'il fasse les choses lui-même, un peu comme un artisan, en essayant toujours de maximiser sa qualité de vie au détriment de maximiser complètement son business. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir une trajectoire de business complètement différente et faire probablement au moins le double ou le triple de ce qu'il fait aujourd'hui s'il avait fait des choix différents. Mais il brille justement parce qu'il a fait des choix différents des autres, et ses choix, c'est celui de maximiser sa qualité de vie. C'est quelqu'un qui bosse essentiellement le matin. Je crois qu'il bosse pas trop l'après-midi, je sais pas s'il fait vraiment ça tout le temps, mais en tout cas il présente ça comme ça. Et c'est vraiment quelqu'un à suivre si vous voulez avoir, comme on dit depuis des années, un business au service de votre vie et pas votre vie au service d'un business. Et le truc, c'est que moi, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais pas du tout comme objectif de le faire directement. J'ai commencé à le suivre juste par intérêt, par ce qu'il disait, par ce qu'il faisait. J'ai même commencé à acheter ses formations 2 ou 3 ans avant de me dire que moi, j'allais vendre des formations. Je me le disais, mais de tellement loin, j'avais tellement de trucs à faire. C'est ses meilleurs clients. Oui, clairement. Vraiment clairement. Et en même temps, je regrette rien maintenant parce que ça m'a tellement aidé et apporté, vu la croissance fulgurante, si je puis dire, de ma chaîne et de mon activité. Du coup, je pense que j'ai globalement bien fait, même si ça a pris un peu de temps au total. Mais en même temps, pour 2024, là, j'ai quand même relativement pour objectif d'industrialiser une partie de mon activité. J'ai pas envie de rester un artisan, en tout cas au sens BM. Je l'ai fait pour démarrer. BMien, BMiste. Exactement. Tu n'es pas BMiste, c'est ça?
Non, je fus BMiste, mais j'ai envie de me dubaïser. Non, mais j'ai envie de m'industrialiser en fait. Il n'y a pas d'Antoine BM à Dubaï, quoi. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, peu. Mais non, mais j'ai quand même vachement envie de plutôt tendre vers un modèle Yomi Denzel, un modèle plus récemment Antoine Blanco, où vraiment il y a toute une équipe, c'est plus industrialisé, il y a des process, j'ai pas envie de rester dans un modèle que Antoine a pu suivre, que toi tu as pu suivre aussi, à vraiment juste 2-3 personnes focus sur... Enfin, tu vois, vraiment, en fait, pile ce que tu as dit, la phrase de ton business au service de ta vie. Ouais. Moi, j'ai envie de dédier ma vie au service de mon business pour un temps au moins, voir ce que ça donne et vraiment mettre un gros coup de pied dedans pour propulser le truc au niveau supérieur. Et il faudrait absolument... Si on a des invités, il nous faut un bingo. Non, mais en plus, ça fait partie des points, des trucs que je voulais faire dans le podcast. Tous les trucs qu'on n'aimait pas, tu sais, on s'est gardé de ça de côté. Et alors, moi, j'ai des crispations à l'écoute de certains mots doux, des trucs qu'on entend tout le temps, et moi, j'en peux plus, quoi. Dès qu'on dit passer à l'étape supérieure, je me crispe. Regarde, il a pas pu le dire sérieusement. Propulser vous voyez, ton business. Il a pas... Ah, j'ai pas pu le dire, c'était pas possible. En fait, j'ai essayé de faire... Parce que la vérité, c'est que j'ai essayé de le dire sérieusement pour qu'Alexis rigole. Mais j'ai pas pu le dire sérieusement, c'était pas possible. Passer au niveau supérieur, des histoires de la valeur ajoutée, enfin plein de trucs comme ça. Propulser ton business. J'en peux plus, ouais. Non, c'est terrible. Tu sais qu'il y avait un youtubeur qui faisait ça, c'était trop drôle. Il a arrêté depuis des années, un youtubeur américain. Il regardait en fait les grands gourous business, entrepreneuriat et tout, et il faisait un bingo. Il regardait les webinaires et il dit il a fait un bonus stack, c'est-à-dire il a dit ça plus ça plus ça plus ça, valeur tant, donc bonus stack. À un moment, il disait l'origin story, bullshit backstory, c'était ça. Bullshit backstory, c'était pour dire j'ai commencé dans ma chambre. Et il y avait tout le bingo avec tous les trucs comme ça, et à la fin, de temps en temps, très souvent, il avait un bingo évidemment avec tous les trucs pour pouvoir déceler les charlatans. Et c'était vraiment très très drôle. Voilà, sachant que le mec qui avait lancé cette chaîne-là, c'était à la base un entrepreneur, vraiment. C'était un mec qui apparemment avait fait une startup, avait exit sa startup. C'était un mec qui était un vrai, même s'il n'en parlait pas du tout sur sa chaîne, je l'ai su vraiment un peu par hasard. C'était un vrai multimillionnaire qui avait réussi de belles choses, qui avait été capable de monter une boîte, des équipes, revendre un vrai business et tout. Et en fait, il est allé sur YouTube, je sais pas, comme un passe-temps pour se foutre de la gueule des gourous du business en ligne et tout. Et c'était très divertissant. Il a fait ça quelques années, puis il a arrêté. Et du coup, tu sous-entends que quand on fait un business de formation, on n'est pas vraiment millionnaire, ce n'est pas du vrai argent, ce n'est pas un vrai business et on ne peut pas faire d'exit. Si, bien sûr. T'as des exemples d'exit Si, il y en a sur le marché américain, il y a des exemples d'exit, je pense. Je sais qu'il y a des infopreneurs français qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Théophile Hélier, je sais qu'il a essayé. Il l'a vendu, je crois. C'est vendu. Ah, il l'a fait ? Il me semble que c'est vendu. Okay. Il me semble que son business est vendu, mais juste il travaille toujours dedans. Et il me semble aussi, par exemple, que le business de Ecom French Touch, tu vois qui c'est ? Ouais, je vois. C'est vendu aussi, apparemment. Ok. Et je crois qu'eux, ils bossent toujours dedans, mais peut-être que pour un temps. Mais il me semble que ça a été vendu. Il y a vraiment eu un acheteur et tout. Donc, c'est vrai que c'est possible d'acheter un business de formation. Ça me dépasse, mais moi, je ne serais pas l'acheteur en tout cas. Oui, je ne serais pas l'acheteur non plus. Non, mais ça dépend qui est basé sur l'individu. Ça dépend comment c'est. Moi, par exemple, imaginons, je fais ça, j'industrialise vraiment et je me détache petit à petit de mon image personnelle pour avoir d'autres intervenants qui font des formations WordPress, etc. Moi, ce serait pas déconnant au bout de plusieurs années d'arriver à créer une véritable école avec de la formation WordPress. Ouais, mais dans ce cas-là, ok. Parce qu'en plus, c'est une compétence pour laquelle les gens comprennent tout de suite pourquoi ils se forment là-dessus. C'est un truc qui est évident. C'est WordPress. Il y a déjà plein de formations, plein d'institutions autour de WordPress. Et c'est beaucoup moins basé sur la personnalité aussi, faut pas se mentir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moins basé sur des promesses irréalistes ou des choses comme ça. C'est pas business en ligne vraiment. Donc moi ça, je pourrais le faire. Je pourrais éventuellement l'envisager. C'est plus basé pour moi sur le professionnalisme que sur le charisme. Parce qu'on peut être très charismatique et très peu professionnel. On peut aussi être l'inverse, mais ça, je pense que ça paye. Enfin, je pense que ça suffit pas. Mais par contre, on peut pas, à mon sens, être uniquement très professionnel et vendre des formations pour faire 1 million par mois, tu vois. Ou c'est ça la promesse. Donc, et j'imagine que c'est pas une façon très subtile pour toi de me dire que je suis peu charismatique. Non, parce que si j'avais voulu le faire, ça aurait pas été subtil du tout. Mais non, absolument pas. Au contraire, c'est plutôt de dire que
il y a besoin quand on est dans une niche comme la tienne, une niche encore une fois, bingo, en tout cas quand on est dans une thématique comme la tienne, il y a besoin non seulement de bien présenter, d'avoir une bonne prestance à la caméra, etc., mais aussi d'être très professionnel. Et il y a plein de vendeurs de rêves en Lamborghini. Ils sont peut-être un peu charismatiques. Par contre, au niveau professionnalisme, c'est zéro. C'est-à-dire que globalement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une manière de parler, il y a peut-être un certain charisme pour certains, mais ça s'arrête là. Et je pense pas que ça suffise pour convaincre les gens qui sont relativement avertis, en tout cas. Alors que du professionnalisme, globalement, ça aide quand même, je trouve. C'est globalement aussi ce que peut dégager Antoine BM dans beaucoup d'aspects. Ouais. À aucun moment, tu as l'impression de te sentir arnaqué, floué par ce qu'il dit, par ses promesses, par tout ça. Donc, je sais que ça m'a beaucoup influencé dans ce sens-là. Mais industrialiser m'intéresse. Toi, tu as déjà pensé à industrialiser ? Mais qu'est-ce que ça veut dire industrialiser pour toi? Est-ce que ça veut dire que je vais trouver par exemple d'autres formateurs et qu'on va construire ensemble un catalogue où je suis plus forcément le formateur? À quoi tu penses? Parce qu'il y a toujours des aspects qui sont industrialisés déjà aujourd'hui. Il y a plusieurs aspects pour moi. Premièrement, il y a prendre quelqu'un qui va monter tes vidéos à plein temps. Donc c'est le métier à plein temps. Ouais. Quelqu'un qui va trouver des sujets de vidéos, des idées de vidéos et pas juste les trouver avec son chapeau, qui va aller chercher en fonction des mots-clés, en fonction des trends, en fonction des Américains, etc. Ensuite, il y a aussi tout le process de éventuellement te mettre à avoir des setters, des gens qui vont appeler tes clients pour leur vendre tes formations, donc augmenter éventuellement le prix de tes formations. Tu vois vraiment en fait recruter des personnes à des endroits clés de ton activité. Bah écoute, moi le problème c'est que je pense que ça rentre en collision directement avec ce que je fais d'autre en fait. En fait, tout ce que tu me dis là, ça nécessite quand même de réinvestir un petit peu. Par exemple, quand tu me dis avoir une personne, un chargé de prod qui choisit les sujets, etc. L'idée de payer un chargé de prod dans ma situation, je me dirais ok, mais alors ça veut vraiment dire qu'une grande partie de chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, je suis pas en train de le dépenser ailleurs et c'est vraiment à ma disposition pour essayer de réfléchir à comment je vais industrialiser, comme tu dis, mon business de formation. Mais parce que sinon, en fait, cet argent, il n'est pas forcément là entièrement à ma disposition. Okay. Je le réinvestis dans d'autres projets parce que ce n'est pas ma priorité du tout, la formation. Je n'avais pas de vision long terme dessus. J'en ai toujours pas réellement aujourd'hui. Et donc non, si, la réponse est oui, j'ai déjà pensé à industrialiser. J'ai industrialisé certaines parties, mais pas tout. Il y a des choses qui n'étaient pas forcément évidentes ou compatibles avec comment je travaillais ou ma vision aujourd'hui ou ce que je fais de mon argent. Par exemple, effectivement, j'ai un monteur du coup que tu connais du coup, donc c'est pas moi. Si c'était pas la personne que tu sais que c'est, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, j'aurais un monteur. J'aurais forcément au moins un employé, ça c'est sûr. Là en l'occurrence, je bosse avec ma compagne aujourd'hui, mais si c'était pas elle, j'aurais forcément embauché quelqu'un à temps plein. J'aurais été obligé de le faire. Sinon, j'aurais pas la productivité que j'ai aujourd'hui. Donc ça c'est sûr. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas exactement qu'est-ce que j'aurais industrialisé. Par exemple, un chargé de prod pour chercher les sujets de vidéo, c'est évident que ça n'aurait pas été le premier sujet pour moi. J'ai une liste de tâches et ensuite je pondère en fonction de là où moi je suis le plus fort et là où je pourrais embaucher quelqu'un qui ferait la tasse à plus forte valeur ajoutée par rapport à ce que moi je suis capable de faire. Et en fait, en faisant le calcul, j'aurais jamais délégué un truc comme ça en premier parce que c'est tellement facile pour moi de savoir les sujets de vidéo à faire que voilà quoi. Moi en fait, les vrais sujets d'industrie... Pardon ? Ça peut aussi être le copywriting, ça peut être alors ça, la rédaction. J'ai un problème avec les copywriters moi. Il y en a dans l'eau, il y en a des bons. Je les aime pas trop en général. Non mais oui, c'est sûr. Et puis en plus, je connais quelqu'un qui est copywriter. Alors je vais pas juste dire que c'est tous des gros nazes. C'est juste que moi, si tu veux, je vois tous les gens qui m'abordent par mail, qui sont des copywriters en devenir, on va dire ça comme ça. Et moi, c'est toujours une catastrophe, quoi. Ça pue le copywriting et je trouve ça insupportable. Et du coup, j'ai fait une espèce de généralisation, je pense, où je peux pas les encadrer. J'ai l'impression que j'aime pas ça, parce qu'à chaque fois, un copywriter écrit comme un copywriter, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment, tu as le droit, surtout qu'ils m'abordent, je me dis peut-être il y a un manque d'awareness de leur part, mais ils peuvent pas le savoir. Souvent, quand j'en parle avec ma compagne, elle me dit, mais tu sais, peut-être qu'ils savent pas que tu es très éduqué marketing, très branché tous ces trucs-là, que tu sais ce que c'est que du copywriting et tout. Peut-être ils savent pas, quoi. Donc je dis oui, peut-être ils savent pas, je sais pas, mais bon, quand ils m'écrivent, je me dis ils pourraient faire un effort pour pas mettre autant de marketing dans leur email parce que c'est juste insupportable. Moi, je ne vois que ça pue le... Tu vois, je vois juste quand c'est la manière dont ils écrivent leurs emails avec les caractères en gras, en italique, soulignés, avec le oui, t'as sûrement
beaucoup de temps à perdre, enfin, tu es en train de perdre beaucoup de temps à faire du montage, de l'administratif, de l'écriture et tout. Tu as besoin de déléguer, machin et tout. C'est horrible la manière dont ils écrivent. Ça me tend. Je suis très mal à l'aise avec eux. Et à chaque fois, leur manière de m'aborder, je la trouve pas pertinente. Je trouve qu'ils le font mal, ils le font pas de la bonne façon. Le schéma est toujours le même. Voilà. Donc, moi, j'aime pas. Mais bref, du coup, oui, copywriter, c'est pas demain la veille que je vais en trouver un pour moi, mais peut-être que je cherche pas aussi. Ouais. Voilà. Après, il faut que je trouve l'intersection entre quelqu'un qui est bon en copywriting et quelqu'un qui est bon en WordPress. Je sais qu'un bon copywriter est supposé rentrer comme ça dans les bottes de mon client et savoir ce que c'est que WordPress, faire un travail de recherche et tout. C'est juste que moi, ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, c'est pas très très convaincant. Donc, j'ose pas m'y aventurer. Voilà, c'est vraiment juste ça, quoi. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour le reste, écoute, pour moi, industrialiser, ça veut avant tout dire sortir de l'opérationnel sur les trucs les plus chronophages de plus en plus, c'est-à-dire vraiment de faire des formations, par exemple, ce genre de choses. Mais en vrai, ça parasite ce que je fais avec l'autre boîte, de toute façon. Parce que la chaîne YouTube serait partagée entre les deux, et tu vois, c'est pas exactement comme ça que j'envisage l'avenir. Bref, en fait, si tu veux, la valeur de ça est quand même, je pense, beaucoup trop faible. Si je revends cette boîte 1 million... tu vois, ou un truc comme ça. Je pense que ça n'a pas de sens par rapport à ce sur quoi je travaille aujourd'hui, sachant que pour revendre une boîte comme ça 1 million, je pense que j'ai pas mal d'efforts à mettre dedans pendant un certain temps, pour ensuite que ça ait cette valeur-là, moi, en m'en extrayant. Alors, c'est sûr qu'à terme, c'est un véritable actif, c'est un truc qui peut tourner sans moi et tout, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de mon personal branding pour mes projets. Je ne peux pas détacher mon personal branding de mes projets pour le deuxième projet qui a beaucoup plus de valeur. Et donc, je ne peux pas mettre cette chaîne au service du premier projet qui ne fait que financer le deuxième projet. Voilà, micmac comme ça, en gros. Ouais, je vois très bien. Et du coup, moi, j'ai répondu à cette première question. Ouais. Moi, je pense que c'est Antoine BM, mais maintenant, j'ai un peu envie de m'en détacher. Toi, qui t'a influencé le plus ou qui t'influence le plus, en tout cas, ou qui t'inspire si c'est une réponse différente dans le business en ligne en français, en tout cas, je suis très client du podcast Sans Permission, donc ça, je veux bien le reconnaître. Et je pense que ça m'influence pas mal aujourd'hui. Mais sinon, si je dézoome un petit peu et que je dis qui a le plus d'influence sur moi en tant qu'influenceur, j'avais évidemment réfléchi à cette question avant de te la poser, parce que je me la suis posée à moi-même en me disant mais qui a le plus d'influence, parce que j'ai pensé à un gars et je me suis dit mais en fait c'est un influenceur ce mec pour moi, c'est-à-dire qu'il m'influence quand il dit un truc, j'ai envie de le faire, tu vois, c'est vraiment ça. Et en fait c'est pas désagréable d'avoir quelqu'un qui t'influence. Des fois je trouve que c'est... Non, je trouve pas. Il y a un petit côté pas déresponsabilisant mais presque qui est un peu cocooning, tu vois, qui est sympa. Tu te dis, ce gars, il dit quelque chose, c'est que c'est vrai, c'est que je le fais, j'achète le truc qu'il faut acheter, je fais ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ce genre d'influence-là. Moi, il y a un gars aujourd'hui qui s'appelle Alex Baker. J'ai dû t'en parler déjà. Donc, pour retracer juste un petit peu son parcours, Alex Baker, c'est quelqu'un qui a commencé il y a, je pense, plus de 10 ans maintenant. Enfin, c'était il y a longtemps. Il avait commencé avec une agence de SEO. Qu'il avait vraiment scale, où il avait, je pense qu'il avait fait déjà enfin pour nous, toi et moi, ce serait déjà une boîte respectable, tu vois. Mais je sais qu'il est assez rapidement passé d'une agence de SEO à être commercial pour une formation de dropshipping. Alors je m'explique. Ce mec est devenu en fait très très connu sur Internet parce que c'était le visage d'un business de dropshipping dont il n'était pas du tout le formateur. Il a été embauché, donc j'imagine qu'il y a une association ou quelque chose entre ces gars-là, pour être le visage de la chaîne YouTube. Donc, c'est la chaîne YouTube qui vendait cette formation de dropshipping, ce qui est bien qu'en fait, tout le monde associait dropshipping avec ce mec-là. Pour la plupart des gens, c'était lui le formateur, c'était le visage public de dropshipping. Mais il avait vraiment cette awareness de businessman, de dire, même si je ne fais pas du dropshipping ou que ça ne m'intéresse pas forcément directement, je suis capable de bosser et de m'associer avec des gens dont c'est le métier de faire une bonne formation, d'animer une communauté autour du dropshipping. Et moi, je fais les vidéos YouTube et c'est mon taf. Je suis commercial. Il était vraiment commercial. Quoi. Il vendait les formations. Mais il a fait ça pendant des années. Donc, c'était l'un des visages les plus connus américains de dropshipping pendant des années. Vraiment l'un des plus connus. 2017, 2018, peut-être encore 2019, je ne sais plus. Pendant des années, c'était l'un des mecs les plus connus au monde pour parler de dropshipping. J'ai appris vraiment tardivement qu'en fait, c'était pas lui le formateur dans ses formations, qu'il faisait pas de dropshipping. Et voilà. Et c'était normal, commercial, quoi. Et ce gars-là il est progressivement passé de ça à faire du SaaS. Il a commencé avec un business un service d'email marketing qui s'appelait Market Hero, je crois, ou un truc comme ça. Donc quand il a bossé sur son premier SaaS d'email marketing, il avait en parallèle de ça, à l'intérieur du SaaS d'email marketing, il bossait aussi sur un système de tracking qui permettait d'avoir des systèmes où tu peux facilement faire ton suivi de publicité, de où viennent tes ventes en fait, publicité, organique, etc. Tout ça
tout son système de tracking, c'était intégré à l'intérieur du service d'email marketing. Ok. Et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte en cours de route qu'il y avait beaucoup plus de traction et de potentiel sur le système de tracking en tant que tel que sur son truc d'email marketing qui était quasiment finalement 2 business différents dans un seul et même SaaS. Mais du coup, ça, je pense que c'était un petit peu le bazar et donc il a fait un petit peu de rangement. Il s'est dit ok, je vais arrêter le service d'email marketing, je vais faire que le truc de tracking qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle du coup puisque je l'utilise pas actuellement, mais Antoine BM l'utilise par ailleurs. Ok. Et donc, Ah mais je vois. Tu vois le nom? T'as le nom Ouais. Non, le nom je l'ai pas, mais j'ai déjà vu l'interface. Market quelque chose. Si Antoine en a déjà parlé, je crois. Exactement. Et donc ce business-là, il a bossé dessus pendant plusieurs années. Il avait complètement arrêté le dropshipping, etc. D'ailleurs, sa chaîne YouTube, à un moment, il l'a abandonné pendant très longtemps. Il ne faisait littéralement plus de contenu pendant vraiment longtemps. Quand je dis longtemps, c'était, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans, il a pas sorti une seule vidéo, il avait abandonné YouTube parce que ça lui servait à rien par rapport au business sur lequel il bossait. C'était un gars qui était quand même très pragmatique, qui voulait pas juste être connu pour être connu, et il a été capable d'abandonner sa chaîne pendant longtemps juste pour bosser sur son truc de tracking jusqu'à avoir une belle boîte, hein. Je sais plus combien de dizaines d'employés, mais enfin une belle boîte. Et donc il est revenu à un moment en tant que hobby, vraiment par divertissement. Il s'est remis à faire des vidéos de temps en temps. Pendant longtemps, il parlait. C'était en gros l'un des mecs les plus connus là aussi au monde, je pense, parce que ses vidéos c'était des centaines de milliers de vues pour parler de ce genre de sujet, c'est beaucoup. Il parlait de minimalisme énormément, d'avoir rien chez soi, etc. De faire des dopamine détox, d'arrêter la caféine. C'était vraiment l'une des figures de proue de tous ces sujets-là. Et il les a largement popularisés. Je pense qu'il est largement responsable d'avoir rendu ces sujets très populaires, même en France, au fil des années. Et que ce genre de sujets se diffusent chez nos youtubeurs et tout. Ouais. Donc il faisait des vidéos juste comme ça, mais il avait jamais rien à vendre directement. Enfin, il vendait pas vraiment, tu vois. Il faisait juste des vidéos voilà, c'était à son hobby du dimanche, quoi. D'ailleurs, il a même pas de monteur, rien. Le mec, il a des dizaines de millions sur un compte en banque, mais il continue de monter ses propres vidéos YouTube parce qu'il dit je trouve ça rigolo. Et tu vois, donc ses montages sont vraiment éclatés, il fait des trucs vraiment ridicules, mais c'est vraiment drôle. Et petit à petit, il est passé de ça à de la crypto. C'est-à-dire que c'est pareil, c'était un hobby, il a fait énormément de crypto, il s'est mis à fond d'abord sur le crypto de manière générale, mais très rapidement, il s'est niché dans tout ce qui est gaming. C'est devenu plus un expert de ça. D'ailleurs, je sais qu'il a maintenant l'un des plus gros clubs NFT qui existe et qui est vraiment, vraiment actif aujourd'hui, qui s'appelle Neo Tokyo. C'est un club autour de tout ce qui est gaming crypto et qui est vraiment très, très actif. Et c'est un projet qui n'a pas du tout éclaté quand la bulle NFT a éclaté, tu vois. C'est-à-dire que c'est un projet les NFT, ils coûtent toujours des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en point d'entrée, quoi. C'est un projet, toi, dans lequel tu as voulu entrer? Non, c'était trop cher. J'ai regardé un moment le prix, mais c'était juste trop cher, donc c'était pas la peine de dépenser des dizaines de milliers d'euros là-dedans. À mon niveau, ça n'avait pas de sens. Je te fais vraiment un long historique là du coup du gars. Oui, bien sûr, mais c'est intéressant. Mais tout ça, là, ce que je te dis là par rapport aux crypto, c'est aussi un peu sur le côté. C'est-à-dire que c'était plus du side project pour lui. Évidemment, son projet, c'était le truc de tracking. Et là, en fait, juste pour terminer sur la partie crypto, à un moment, il s'est mis vraiment parler que de ça quasiment, parce qu'en fait, il avait l'impression d'avoir fait le tour sur tout ce qui était minimalisme, dopamine détox, motivation et tout. Il s'est dit, mais j'ai plus rien à dire. Enfin, les mecs, je répète toujours la même chose. Donc, et il est passé, il a re-arrêté sa chaîne YouTube pendant longtemps, puis il est revenu à nouveau. Et du coup, il s'est mis à faire que des vidéos crypto tout le temps. Side business avec une chaîne YouTube qui a 1 million d'abonnés, tu vois, ça va, c'est cool, c'est tranquille. Et du coup, il fait régulièrement des vidéos crypto. Des fois, il l'abandonne pendant plusieurs mois, puis il revient et tout, il fait ça régulièrement. Mais maintenant, il est vraiment reconnu comme un YouTuber crypto, où il donne un peu des conseils et tout. Il fait ça, Ouais, vraiment. Mais toujours sur son temps libre aussi. Et donc, pour la partie plus sérieuse, concernant son système de tracking, là, c'est un business qu'il a revendu fin d'année dernière pour plus de 100 millions. Ok, waouh. En gardant des stocks dans sa boîte, à ma connaissance. Et en restant, je crois, dans l'opérationnel de la boîte, j'imagine, pendant un temps donné, j'imagine que tout ça, c'est sous contrat. Ce qui est toujours très rassurant pour un acheteur, je pense. Je pense, ouais. De se dire que tu vends, mais tu veux garder 20%. Ok, pas de problème. Comme ça montre qu'il dit oui, le potentiel, il est énorme. Et d'ailleurs, je vais rester un peu dans l'opérationnel pendant un temps donné dans le contrat. Et ensuite, effectivement, on fait x3. Et donc, il y a une partie de la prime, je pense, sous contrat de tu vas toucher tant. Tu touches tant maintenant, mais tu vas aussi toucher tant plus tard si jamais effectivement le business fait x2, x3, etc. Je pense que c'est ça le principe. C'est vrai que la lifetime value des clients est énorme pour ce business-là parce que c'est uniquement des gros entrepreneurs ou des grosses entreprises qui viennent utiliser un système comme ça. Et la marge est indécente parce que c'est un système qui coûte très très cher, alors qu'à ma connaissance, il n'y a pas énormément de coûts pour faire tourner un business comme ça, du peu que j'en comprends. Modestement parce que je commence à faire un petit peu du SaaS justement et je vois vraiment pas où sont les coûts en fait spécialement
Enfin, il y a un peu de CPU et tout, mais je veux dire, je vois vraiment pas où, tu vois. Donc, à mon avis, sur ce qu'il vend, il vend très cher. Et je pense que c'est simplement un positionnement qui est très haut de gamme, mais qu'il y a quand même un bon gros 80% de marge, si tu me demandes mon avis, quoi. Dans mon souvenir, c'est quelques centaines d'euros par mois pour. C'est très cher. Ouais. Ouais. Mais c'est pas quelques centaines d'euros de dépenses par client. Enfin voilà, je pense qu'ils font des marges assez importantes. Ouais. Parce que c'est un positionnement et un type de business avec vraiment complètement 100% B2B et tout. Et je pense que ça se justifie comme ça. Bref, business qu'il a revendu plus de 100 000. Donc le gars, aujourd'hui, il doit avoir je pense, une valeur nette quelque part entre, j'en sais rien, 150 et 200 M, un truc comme ça. Et donc là, aujourd'hui, il bosse toujours dans l'opérationnel là-dessus. Il s'occupe de son club Neo Tokyo, comme je te disais. Et puis apparemment, il a monté une autre startup cette année, d'IA, qui apparemment a fait un méga flop. Il en a parlé dans un thread Twitter. Et donc il recommence encore, il en refait une autre là. Et voilà. Ouais, il t'explique que la plupart de ses échecs, de ses réussites sont basées sur des tonnes d'échecs aussi qu'on ne montre pas forcément. Mais il est comme tout le monde, quoi. Ça lui arrive souvent de foirer les trucs. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est la personne probablement qui a le plus d'influence sur moi. Ça fait longtemps que je le suis. Je le détestais, ce gars. Je ne pouvais pas l'encadrer avant dans les vidéos de dropshipping. Il était insupportable. Franchement, sa manière de parler, sa manière d'être, une vraie tête à claque, quoi. Vraiment. Ouais. Et depuis qu'il a changé complètement de personnalité, minimalisme, dopamine détox, tous ces trucs-là, et qu'il s'est mis à bosser juste sur du SaaS, qu'il a oublié le dropshipping et tout, c'est devenu un gars, je trouve, fascinant à suivre, vraiment. Ouais, je vois. Ok, ouais, c'est intéressant. Je ne connaissais pas tout son parcours. Voilà, donc c'est probablement le mec qui a le plus d'influence sur moi actuellement, si ce n'est que les vidéos de crypto, ça m'intéresse un peu moins. Donc aujourd'hui, je suis sur X essentiellement, et à chaque fois qu'il poste des trucs, je trouve ça cool. Je lis tous ses threads, enfin, je suis à fond, quoi. Il a une vraie influence sur moi, le gars. C'est le genre de mec à se lever tous les jours à 5h du matin et avoir une routine matinale où il fait 1 heure de sport, enfin 1h30, 2 heures de sport tous les jours, du jiu-jitsu tous les jours parce qu'il veut faire de la compétition. Il a commencé le jiu-jitsu cette année et dès l'année prochaine, il veut faire de la compète. Il fait tous les matins, tu le vois, avec son truc de lumière rouge. Enfin, c'est ce meilleur genre de mec, quoi. Il prend 20, 25, 30 pilules par jour. Enfin, voilà. Ouais, je vois très bien. Ouais. Je vois très très bien. Non, mais oui, mais le connaissant, c'est des parcours différents. Je sais qu'il te plairait, ce gars, vraiment. Mais je pense là, plus tu m'en parles, plus le gars a l'air très cool. Et il vit où? Aux États-Unis, mais je sais pas où exactement. Okay. J'ai dû savoir à un moment. Il est pas à Dubaï, quoi, je veux dire. Non, pas du tout. Il est passé à Dubaï il y a pas longtemps. Ok. Je l'ai vu passer. Parce qu'il a demandé. Ah oui, parce que autre point en commun très important qui fait qu'il a beaucoup d'influence sur moi, c'est que sa compagne s'appelle Rachel. Ah oui, c'est marrant. Voilà. Donc, et il a demandé sa Rachel en mariage cette année, apparemment. Okay. Je l'ai vu au détour d'un post il y a quelques jours. Donc, ça nous fait beaucoup de points en commun. Ok, ouais, je vois. Ok, oui, je pense qu'il me plairait beaucoup. Je vais aller jeter un œil parce que c'est pas la première fois que tu m'en parles. Ouais. Chaque fois, je suis pas allé jeter un œil. C'est une des rares références que tu m'avais citées que je ne connaissais pas. Mais chez les Américains, je suis beaucoup moins connaisseur. J'ai très peu suivi. Mais j'ai 2-3 noms en tête, tu vois. J'ai Iman Gadzhi. Ouais. Voilà. Mais globalement, ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire que je suis au niveau 0. Hormozy, tu as de force. T'es obligé là maintenant. Voilà, Hormozy de force. D'ailleurs, ça y est, je suis passé à l'achat de son livre. Ouais. Je l'ai reçu. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore. Lequel? Le dernier? Non, le premier. Ok. L'offre à 100 millions. Le premier pour l'instant. Déjà, je m'attendais pas du tout à un format comme ça pour ce bouquin. C'est un format quasi magazine. Quasi en tout cas. Tu l'as acheté toi? Tu l'as lu? Ouais, j'ai les deux. J'ai pas lu Leads, mais le premier, oui, je l'ai. J'ai toutes mes notes même sur Notion. Enfin, le bouquin est là. Ok. Il me sert notamment pour réfléchir à des trucs sur Copylost. Je t'avoue que donc Copylost, c'est le nom de projet l'autre projet sur lequel je bosse, que je n'ai toujours pas, et je le dis à chaque podcast, je sais que je n'ai toujours pas d'écrit, mais bon là c'est pas le sujet non plus. Ouais, je réfléchis à ça, mais c'est marrant parce que j'applique pas forcément tout ce qui. En fait, j'ai une logique de conquête de marché qui est très différente de ce que lui nous dit de faire, et du coup, au risque de foncer dans un mur, tu vois, j'avoue que j'applique pas trop ses conseils sur une partie de ce qu'il dit. Très clairement. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec, j'ai eu un call avec Oussama, un Better Colus, et il m'a dit très clairement, Hormozy, il est très divertissant à suivre, mais je pense que beaucoup de ses conseils s'appliquent pas spécialement en Europe ou dans toutes les régions du monde, dans tous les pays, etc.
Il m'a dit ça pour me rassurer, tu vois, de dire mais c'est normal. T'es pas obligé d'appliquer exactement ce qu'il dit. Ouais, t'es pas obligé de tout appliquer à la lettre. Bah, mais c'est qu'il y a des logiques différentes, des logiques de conquête de marché où tu veux non pas être low cost, mais t'as absolument pas envie d'être un truc outrageusement cher. Et ce que te pousse à faire en mode en fait. Et dit d'abord fais en sorte d'être outrageusement cher et ensuite réfléchis à pourquoi. D'abord tu te dis j'accepte de dire je vais faire payer les gens beaucoup plus cher que la moyenne de ce qu'on se trouve sur le marché pour être vraiment très très rentable, très profitable. Et ensuite derrière il faut match the expectations. Il faut justifier. Il va falloir mettre tout ce que tu peux en plus. Et donc tu verras en lisant le bouquin, c'est très intéressant. Mais j'avoue que c'est pas ce que j'ai fait sur Copylost. Ça me tenait à cœur de pas être trop cher pour des logiques de base utilisateur très très importantes qui justifiaient des fonctionnalités et des visions pour le projet, qui fait que je pouvais pas être haut de gamme trop autant que ça, quoi. Donc, Puis ça va être intéressant pour toi d'avoir beaucoup de gens au début, pour avoir des retours, pour voir ce qui serait le plus intéressant d'avoir comme fonctionnalité, etc. Ouais, exactement. Tu peux pas te contenter de 100 clients qui te font vivre. Enfin, c'est pas possible. Je peux peut-être quand même juste expliquer ce que c'est le projet parce que là, j'ai quand même j'ai vraiment fait la moitié du taf. Il reste la moitié du chemin que je peux faire pour terminer. Donc, vas-y. Pour expliquer très simplement, c'est un hébergeur spécialisé WordPress. Ouais. Donc, un hébergeur web, c'est là où vous mettez vos sites internet. Il y a plein d'hébergeurs déjà sur le marché. Souvent, c'est des hébergeurs généralistes, des très grosses boîtes comme OVH ou Hostinger. Alors, OVH, ça, c'est un exemple de boîte française. Beaucoup de Switch en France. Je crois que Yonos, je suis pas sûr, il me semble que c'est français aussi. Pour en avoir parlé avec toi, tu m'as pas dit que c'était français? Je suis pas sûr. Non, OVH, je savais. Je sais pas parce que c'est des hébergeurs avec lesquels j'ai jamais bossé, mais du coup voilà. Et donc moi, je me suis lancé dans un hébergeur aussi, mais un hébergeur spécialisé WordPress. Ça existe aussi. Je suis évidemment pas le premier, mais il y en a beaucoup moins. D'un seul coup, c'est vachement plus réduit évidemment. Donc ça, c'est mon positionnement. On sort cet hébergeur spécialisé WordPress d'ici fin janvier ou février au plus tard. Voilà, et c'est mon grand projet pour les années à venir. Je vais me concentrer essentiellement là-dessus. C'est même le plus gros projet jusqu'à maintenant. C'est le plus gros projet de ma vie, c'est le projet le plus ambitieux, c'est le projet qui va me demander le plus de ressources physiques, intellectuelles. Je vais apprendre le management avec ce projet, je vais apprendre à gérer de beaucoup plus grosses sommes d'argent, j'imagine, avec ce projet. Il y a pas mal de qualités en fait à faire un hébergeur. La première et la plus évidente peut-être d'un point de vue strictement business, étant que tu as une LTV qui est très importante pour chaque client, et tu as un churn qui est très faible. Donc un churn pour... Précise peut-être pour les gens, LTV, churn. Ce que j'allais dire. Donc le churn, c'est simplement le fait de perdre des clients en cours de route si vous avez un abonnement, un SaaS avec un abonnement mensuel. Le churn, c'est juste le nombre de gens qui se désabonnent d'un mois sur l'autre. Et vous avez un churn élevé, ça veut dire que beaucoup de gens s'en vont. Et le churn, en fait, sur un hébergeur, il est très faible. Parce que les gens, ils viennent, ils posent leur site et ils repartent. Ouais. Donc, c'est un business par essence même qui est strictement capitaliste, en fait. C'est vraiment un business qui capitalise sur le long terme. C'est-à-dire que chaque année de travail qu'on fait va se cumuler avec... chaque année précédente se cumule avec l'année en cours. Chaque année, la deuxième année, j'ai 2 ans de travail qui s'accumulent. La troisième année, j'ai 3 ans de travail qui s'accumulent. Tous les abonnés de la première année sont à 80%, j'ai pas les chiffres, j'ai pas de data pour l'instant, mais sont à 80% toujours présents la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. Donc ça compound dans le temps et ça fait effectivement un véritable effet cumulé. C'est pour ça que je dis que ça a une nature profondément capitaliste de faire un hébergeur au sens noble du terme. C'est la plupart des gens restent et ne vont nulle part et laissent leur site et ensuite ils font rien. Donc ça peut être d'un point de vue strictement business, le grand intérêt, d'un point de vue strictement financier, on va dire, le grand intérêt d'un hébergeur. Le churn est assez faible et la lifetime value est assez élevée, c'est-à-dire que chaque année, lifetime value, donc la valeur à vie d'un client, du coup, chaque année cumulant un abonnement supplémentaire annuel, la valeur à vie est pas infinie, mais c'est-à-dire que moi, je vais avoir du mal à faire. Je ne sais pas exactement comment on va faire pour calculer une LTV moyenne, en sachant qu'il y a énormément d'une grande partie de ma base d'utilisateurs qui va rester indéfiniment, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de faire de la publicité ou des choses comme ça. Si tu es prêt à perdre de l'argent sur le court terme pour en gagner sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu sais qu'au bout du compte, tout le monde finit par être rentable quand tu acquiers des clients en publicité. Mais après, c'est un jeu de capital. Il faut avoir beaucoup de sous aussi pour faire ça. Ouais. Donc oui, c'est en partie pour ça aussi que du coup, tu réinvestis énormément de ce que tu gagnes tout mon argent dans ce projet. Dans le code source vraiment du projet, parce qu'on n'a pas fait un truc à moitié, on fait vraiment un truc vraiment sur mesure. L'autre grand intérêt du projet étant que j'ai vu une place à prendre de mon point de vue pour faire beaucoup d'innovations dans WordPress en tant qu'hébergeur spécialisé vraiment sur WordPress. Plein d'innovations, de fonctionnalités, plein de trucs.
t'es pas rentré dans les détails, mais moi, quand tu dis que tu fais un hébergeur, à chaque fois, j'ai un petit frisson. Parce que, parce que tu m'avais dit à la base, quand tu m'as présenté le projet, et d'ailleurs c'était le cas dans ta tête, que c'était un hébergeur. Oui. Mais en fait, maintenant, c'est une plateforme. Ouais, mais c'est toujours un hébergeur pour l'instant. Il ne faut pas non plus trop s'exciter parce que ça va rester un hébergeur pendant longtemps. Effectivement, on a des idées de fonctionnalités qui sont destinées à étendre un peu la zone d'emprise, on va dire, du projet en disant bon, on héberge votre site, mais en fait aussi, au-delà de ça, si vous avez besoin de mise en relation avec des gens, si vous avez des besoins sur WordPress, on va faire aussi ce genre de choses. Si vous voulez vendre vos sites WordPress que vous créez quand vous êtes dans l'hébergement, peut-être qu'on va mettre une marketplace à votre disposition, enfin plein de choses comme ça. Donc effectivement, on veut étendre le projet, mais ça risque de rester un hébergeur quand même pendant assez longtemps. Et c'est plus simple de le vendre comme ça pour l'instant. Et en fait, je ne peux pas communiquer autrement aujourd'hui. Donc pour l'instant, je trouve que c'est quand même un projet qui est assez noble et intéressant en soi, même en tant qu'hébergeur, même si on est sur un marché de commodité. Parce qu'on a vraiment une interface qui est entièrement sur mesure, unique, qui va être pensée, designée pour WordPress, avec plein de fonctionnalités vraiment intéressantes parfois que les gens n'ont jamais vues ailleurs. Et il y a vraiment plein de choses qui fait que c'est quand même un hébergeur à part. Et puis au-delà de ça, c'est intéressant pour les gens de comprendre aussi que même si je faisais un hébergeur de plus, de toute façon, il fonctionnerait par défaut parce que j'ai pignon sur rue. Parce qu'en fait, les boîtes d'hébergeurs vis-à-vis de leurs clients, tous ceux qui viennent mettre des sites WordPress sur les hébergements comme OVH et tout, le principal relais d'influence, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui passent par moi et qui regardent, qui suivent mes tutoriels, mes formations, et ensuite ils vont sur un hébergeur XYZ. Donc demain, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller chez mon hébergeur, tout simplement. Et donc, même si je faisais un hébergeur de plus en tant que commodité, c'est pas grave. Le projet fonctionnerait quand même de toute façon. Ouais, tout à fait. Mais oui, c'est un gros projet intéressant. Et ça justement, pour moi, c'est un peu, comment dire, pas la suite logique, mais la suite logicielle la plus respectable de ce que je fais. C'est la suite la plus respectable, la plus, comment dire, pour moi, voir les business de formation comme une fin en soi, je sais pas pourquoi, mais ça me pose un peu problème. Ouais. Alors, je veux pas dire que je sais qu'il y en a plein qui le voient comme une fin en soi et j'ai pas de problème avec ces personnes-là. Mais moi, le voir comme une fin en soi me dérangerait au niveau de ce que j'ai envie de gérer au quotidien. Faire des formations, pour l'instant, là c'est assez récent pour moi, mais j'adore ça. Puis il y a un côté gratifiant en plus quand tu formes les gens et que les gens sont vraiment reconnaissants et tout, ça peut être vraiment galvanisant et tu as envie de faire ça pendant des années. C'est à la fois très profitable, facile à gérer. Ça peut quand même aller assez loin, suffisamment loin pour le statu quo, on va dire, tu vois, en termes de finances. Ça va quoi, ça se défend de faire un business de formation. Ouais. Ça scale pas comme un SaaS, un hébergeur. Je te donnerai d'ailleurs, on a déjà parlé ensemble du plus gros hébergeur sur le marché. WordPress, la valorisation de... Oui, je t'ai parlé, je peux la valorisation. Mais ça va pas aussi loin qu'un SaaS classique, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de gens... Moi, je comprends en tout cas que ce soit une fin en soi pour plein de gens, la formation. Je pense que ça ne l'est pas pour toi, parce que je sais quelle est ta vision des choses et la mienne. Donc, on est vraiment des entrepreneurs, profondément. On a envie de pousser le truc plus loin, comme plein d'autres entrepreneurs. Ouais. Mais il y a plein de gens qui veulent juste un job plus. C'est un excellent job plus. La qualité de vie quand tu fais de la formation est exceptionnelle. Vu comme ça, ok. Ouais. Mais dans ce cas-là, moi je le vois plus. Enfin, la finalité pour moi, si on veut rester formateur, ce serait à la rigueur vraiment créer une école. Oui, ok. Avec vraiment des cours. Enfin, tu vois, un truc vraiment. Là, on est dans une finalité. Ça, c'est un truc que j'adorerais. Mais là, c'est plus un job plus, c'est encore un business, c'est encore une entreprise, c'est encore de l'industrialisation. C'est pour ça qu'on disait, tu vois, rester un peu dans un job plus et faire que la formation soit une fin en soi. Vous pouvez faire des magnifiques business qui montent, je sais pas moi, jusqu'à 1 million d'euros sans problème. C'est pas très gros, 1 million d'euros pour une entreprise. Pour de la formation en ligne, ça commence à faire pas mal quand même. Donc voilà, en France en tout cas. Et tout ça, Alexis, ça me fait penser aux deux autres questions. Mais je crois qu'avant, on voulait aborder un petit point. Juste la valo de la boîte, ça me fait plaisir de deviner. Mais je crois que tu m'as dit que du coup que tu l'avais la vraie, pas Hostinger, une plus grosse boîte que ça. Du coup, je t'ai dit. Non, plus grosse, j'ai dû oublier. Non, en fait, je me suis intéressé à la valeur de la plus grosse boîte WordPress qui existe au monde pour savoir un peu quel était moi mon plafond, où situait mon plafond, que soit en tant que business WordPress, pour l'hébergeur, soit en tant qu'hébergeur, vraiment à proprement parler. Il se trouve que j'ai eu la réponse à ma question parce que, alors, la première boîte WordPress au monde, c'est une boîte qui s'appelle Automatic, qui gère WordPress.com, etc., qui gère aussi WooCommerce. Donc ça, c'est un peu à part. Je ne vais pas me comparer à ça directement. J'imagine que la valo, c'est plusieurs milliards, etc. Ouais, là, c'est différent.
Voilà. Mais j'ai la valo de la deuxième boîte WordPress la plus importante de tout l'écosystème WordPress. Et la deuxième boîte WordPress la plus importante de WordPress, j'ai l'impression de répéter WordPress 50 fois. La deuxième boîte la plus importante, c'est un hébergeur. Ok. Et l'hébergeur s'appelle WP Engine. Donc, bon, Ouais, je connais. moi, je connais. J'imagine que pour une partie d'entre vous qui nous écoutez, vous ne connaissez pas forcément. Pour aller taper WP Engine si vous voulez, c'est un hébergeur haut de gamme. La valo de WP Engine, quelle est-elle, Louis? Alors, on va éviter ce fameux effet où je dis 3 1000 milliards. 1000 euros. Oui, on va éviter 1000 euros et on va éviter 3 milliards. 1 million d'euros. Allez. Quoi, puisque Hostinger, 10 millions c'est 300. d'euros? Vraiment, tout ça? Oh non, c'est trop. Ils ne le méritent pas. Ils n'ont pas créé assez de valeur. Non, je dirais, allez, on va dire 500. Donc tu connais le chiffre, c'est pour ça, là. Tu fais semblant de deviner, il me semble, tu m'avais dit que tu Non. connaissais Non, tu connaissais pas le vrai chiffre? Non, je l'ai pas. Moi, j'ai Hostinger 300. Ok, ouais, Donc 300M. Je me dis, Westinger, je pense que ça doit être plus maintenant, mais du coup, bon alors, je me dis tiens-toi 500. Tiens-toi bien. La valorisation de la plus grosse boîte WordPress, la deuxième plus grosse boîte WordPress, qui se trouve être aussi un hébergeur, est à... Là, normalement, on coupe pour l'intro. Mais non, parce que je voudrais dire 1 milliard à l'intro, ce serait plus drôle quand même. Ouais. Elle est à 1 milliard. C'est la plus grosse boîte. 1 milliard, waouh, ok. La valorisation de WP Engine aujourd'hui est de 1 milliard et il y a beaucoup d'articles sur Internet qui traînent qui font état du fait qu'ils ont cherché, je crois, à avoir une IPO. Ils ont cherché à être introduits en bourse. Ok. Ah oui, c'est ça tu m'en as parlé. Exactement. Et donc, c'est pas fait actuellement, je pense, conjoncture économique. Mais la deuxième plus grosse boîte WordPress, je vais y arriver, au monde est un hébergeur WordPress valorisé à 1 milliard de dollars et qui aurait pu rentrer en bourse. Donc, t'imagines bien que moi, je vais aller me faire un plaisir d'aller chercher un peu au-delà de 1 million, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Même si je prends une toute petite part du gâteau, tu vois, je vais aller la chercher. Je vais essayer d'être un peu plus gourmand. Mais voilà, tout ça pour dire que le plafond est très élevé et que le potentiel d'un projet que je lance comme aujourd'hui n'a pas vraiment de limite en fait en termes de chiffre d'affaires. 1 milliard pour moi, c'est l'équivalent aujourd'hui, 1 milliard d'une boîte aujourd'hui en 2024 mature comme WP Engine, 10 ans plus tard. Pour moi, c'est l'équivalent de dire que j'ai pas vraiment de plafond en fait, que j'ai pas de limite. Ouais, et je vais pouvoir pousser le truc aussi longtemps que je le veux. Donc j'ai vraiment la possibilité de montrer une très grosse boîte. J'ai pas la prétention de dire que je veux monter une boîte à 1 milliard, mais si c'était pour monter une boîte à 1 million, je l'aurais pas fait non plus. Ouais, je comprends. Ça me fait penser à un truc marrant, c'est que, tu vois, on dit que du coup c'est un hébergeur WordPress, ça vaut 1 milliard. Dans la tête de plein de gens, les boîtes qui valent 1 milliard, c'est des boîtes forcément qui sont des boîtes de retail, des boîtes mainstream, qui vendent à des gens. Mais en fait, du coup pour moi, ça remet vachement en perspective la grandeur de 1 milliard. Parce que tu te dis, en fait, si une boîte qui fait juste du B2B, parce que c'est globalement que du B2B en fait, enfin... Ouais, comme c'est haut de gamme, c'est surtout c'est les entre pros deux, qui tu vois, viennent. Ouais, bien sûr. mais c'est surtout les pros. Et en fait, du coup, je trouve que ça remet vachement en perspective de se dire... parce qu'en fait, on dirait qu'il y a un peu 3 niveaux. Un jour, peut-être, dans un des podcasts, je t'expliquerai ma grande théorie des 3 niveaux qui régit absolument l'entièreté du monde, selon moi. Au 7e épisode, si tu veux. Au 6e? Non, au 6e épisode. Au 7e. Au 7e. Au 7e. Mais globalement, là, pour moi, il y a aussi un peu 3 niveaux, tu vois. Les business de petit à moyen plus, c'est du petit retail, c'est du petit dropshipping, du petit commerce, des petites tu vois, c'est des petites choses. Après, au-dessus, il y a un peu de B2B où on commence à pas mal monter. On peut avoir des boîtes de bâtiments, par exemple, qui font plusieurs millions de chiffre d'affaires par an sans que ce soit des grosses boîtes. Et puis ensuite, ça monte. Et ensuite, on dirait qu'il y a un espèce de boulevard stratosphérique où toutes les boîtes qui font plusieurs milliards, globalement, c'est des boîtes de retail. C'est du OpenAI, c'est du Amazon, c'est du Facebook, c'est du Netflix. Et on se dit, voilà, tout ça, c'est parce que ça vend à l'entièreté du monde. Mais en fait, non. Il y a aussi des boîtes qui font que du B2B, qui sont hyper spécialisées et qui valent 1 milliard. Et en fait, il y a énormément de gens là qui écoutent sûrement, qui n'ont jamais entendu parler de WP Engine, voire qui n'ont pas trop d'idée vraiment de ce que... Enfin, ils n'avaient pas pensé qu'il y avait un tel marché pour un hébergeur, et en plus, un hébergeur WordPress. Et je trouve que ça remet un peu en question justement... ça colle bien avec ce que tu disais tout à l'heure, que on est aussi très intéressés tous les deux par les business autres que les business en ligne. Bon, là, en l'occurrence, c'en est un. C'est 100% business. Et je pense... C'est marrant parce que dans business en ligne, on peut ranger un hébergeur
Ah oui, bah oui. On peut ranger un dropshipper, on peut ranger nous. On peut ranger un YouTuber. Toutes les startups d'IA là qu'il y a en ce moment, on peut ranger n'importe quoi. Hein. Non, bah si. On peut ranger Stripe, on peut ranger Shopify, on peut ranger PayPal si tu veux. Enfin, on peut ranger ce que tu veux. Non, mais oui, c'est très large. Mais oui, non, c'est clair. Mais oui, c'est quand même intéressant. Et je pense que... Pardon, je te laisse finir. Vas-y. Dis-moi. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui ont ces valos-là et qui sont quand même assez intéressantes, voire auxquelles on ne s'attend pas forcément, je pense. Ok. J'ai senti que mon ok, c'était genre c'est bon, il a fini sa phrase. Je vais pouvoir dire ce que j'ai dit. Non, mais je senti parce qu'en fait, là, si tu me redemandes ce que tu viens de dire, je suis incapable de te répéter ce que tu viens de dire. Donc ça montre bien qu'il y a plein de boîtes intéressantes. Qu'il y a plein de boîtes intéressantes qui sont à 1 milliard de valos. Ok, c'est gentil de l'avoir répété. Là, du coup, j'avoue que c'est bon, j'ai imprimé. Avec plaisir. Auquel on s'attend pas surtout. Ça te fait jamais ça, toi, d'un seul coup, genre t'as un truc en tête et d'un seul coup, là, tu fermes complètement, quoi. Genre, d'un seul coup, il n'y a plus rien qui existe. Tu fais oui, tu sens que la personne écoute, mais en fait, t'écoutes pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le podcast. C'est vrai. Pas celui-là, hein, mais depuis le début des épisodes. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois. Mais c'est naturel, je pense. En fait, de capter que toi, t'es dans le flow et de me dire, ok, là, lui, il est en pilote automatique, donc je peux me mettre en pilote automatique aussi. je nous vois comme deux aéronefs, l'un en face de l'autre, qui se suivent et qui, tu vois, on enchaîne les sujets, on embraye, après on tourne, tout va bien. Je nous vois comme deux algorithmes. On essaie de voir comment fonctionne l'un l'autre et... Mais effectivement, on a le même algorithme, on a le même code source à la base. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où on n'écoute plus et c'est un truc assez courant, je pense. Mais je pense aussi. Rassure-toi, je t'écoute la plupart du temps. Louis, sinon, on ne pourrait pas faire ce podcast. De même. Oui, ce serait pas possible. Non, dis-moi, toi, ce que tu allais dire. C'était pas un truc important, c'est juste pour dire petite anecdote, puisque je crois pas que je te l'ai dit, mais si je te l'ai dit, fais semblant que je te l'ai pas dit comme ça, voilà. Rends-moi service. Promis. Ça y est, dès le début du projet, on a de l'IA dans le projet. Tu me l'avais dit. C'est vrai? Oui, alors non, tu m'avais pas dit que ce serait dès le début. Non, mais tu verras au montage. Pourquoi est-ce que je te fais cette blague? Parce que là, tu regardais par terre, donc tu sais pas ce que je leur ai fait, mais tu verras au montage. Mais non, tu m'avais pas dit. Tu m'avais dit qu'il y en aurait sûrement à un moment. Oui, bien sûr. Non, alors c'est cool. Qu'il y en ait à un moment, ça, bien sûr, on y avait pensé. Mais là, il y a des petits trucs qui nous ont titillé un petit peu à droite à gauche et on s'est dit, j'ai eu une idée, un truc sur lequel je voulais bosser. On a très vite bossé sur un POC. Donc, ce qu'on appelle un POC, c'est un proof of concept. En gros, vous faites juste le squelette d'une idée de manière très très brouillonne, sans vous prendre la tête, sans faire gaffe à la forme ni rien, juste pour voir si un truc marche vaguement comme vous l'auriez imaginé, si l'idée elle est validée, si oui, ok, on peut aller plus loin, etc. Donc, on appelle ça faire un POC, qui est une étape avant un MVP. Je me dis que la plupart des gens savent ce que c'est qu'un MVP, mais juste au cas où, produit minimum viable, là c'est vraiment la version qui fait le moins de features possible, mais la plus aboutie possible sur un petit nombre de choses. C'est-à-dire que vous voulez vraiment lancer un truc, vous avez une vision de votre projet avec 5 milliards de fonctionnalités, et vous n'avez pas les moyens d'avoir 5 milliards de fonctionnalités au début de votre projet. Le but, c'est de lancer juste une version minimale de votre projet, mais qui fait quelque chose bien. Donc ça fait pas du tout ce que vous aviez en tête, ça fait juste quelques trucs, mais vous le faites bien quand même. C'est un produit minimum viable, ça vous permet d'aller tester le marché le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle un MVP dans le jargon, et peut-être un peu moins connu, il y a le POC. Parce que moi, pour être tout à fait transparent, j'ai découvert ça en bossant sur du SaaS là, depuis plusieurs mois. C'est devenu un truc dans mon langage courant, mais ça ne l'était pas avant. Donc un proof of concept, c'est encore avant un MVP, vraiment un truc vite fait pour tester, quoi. Et donc, on a fait un POC d'une IA pour dépanner des sites WordPress, faire du troubleshooting. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si tu as un problème sur ton site, une extension qui casse ton site, une erreur critique, un écran blanc, un bug quelconque, enfin plein de trucs, eh bien, tu pourras lancer une IA côté serveur chez nous, sur Copylost. Et ensuite, on va scanner ton site via certains systèmes et on va regarder ce qui ne va pas et on va te proposer des actions directement. C'est pas juste un chat, c'est pas vraiment un chat d'ailleurs. Le truc est vraiment balisé et tu vas avoir des boutons qui vont apparaître pour dire ok, on va faire telle action ensemble. L'IA va te proposer par exemple de désactiver une extension et donc tu cliques sur un bouton, ok, je désactive cette extension et hop, tu récupères ton site comme ça et tu récupères l'erreur. Enfin, tu te débarrasses de l'erreur. Ok, je vois. Et pour l'IA, vous avez dev ça à partir de zéro ou vous avez des API? Non, bien sûr, on bosse sur une API. On va voir ça parce que ça démarre cette semaine, le développement. Donc, je pense qu'on va bosser sur OpenAI, j'imagine, tout simplement.
Mais non, bien sûr, on va pas faire un modèle de langage en partant de zéro, etc. Nous, ce qu'on va faire par contre, c'est faire du fine-tuning, bosser sur une doc à nous, bosser sur des scénarios précis à nous, intégrer ça à l'intérieur de notre panel et faire en sorte que ça fasse ressortir certaines actions précises qui n'ont rien à voir avec OpenAI, ChatGPT et compagnie. Vraiment, genre, on va avoir plein d'actions différentes et on va faire en sorte que tu cliques sur un bouton, ça déclenche un truc pour résoudre ton problème. Et nous, on pense à 10, 15, 20, 30, 40 scénarios différents de problèmes que tu peux avoir dans WordPress pour pouvoir t'en sortir facilement avec une IA en quelques clics côté serveur. Donc, on bosse là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'on aura de l'IA dès le début du projet, dès le MVP. Ok. Voilà. Ça, c'est top. Donc, c'était pour balancer la petite anecdote qu'on aura. Parce que je me semblait que tu n'étais pas au courant, alors je me suis dit... Non, j'étais pas du tout au courant. Alors, il se trouve que les gens qui suivent mes projets, etc., sont pas non plus au courant. J'ai absolument pas parlé d'IA quand j'ai fait des présentations un peu publiques du projet. Donc, ce sera la récompense pour ceux qui écoutent le podcast. Et exactement. Voilà, parce que sinon, j'en ai pas parlé ailleurs, mais de toute façon, j'en parlerai, je pense. Après, je vais pas parler du truc tant qu'il n'existe pas vraiment. Là, j'en ai parlé juste d'un point de vue business un peu. C'était histoire de dire que je vais pouvoir profiter aussi du momentum de l'IA dans mon marketing pour lancer le projet. Ça va me permettre d'avoir de l'IA dès le début et donc d'écrire IA partout. En gros, gras. Sur toutes les pages. Exactement. Exactement. Ouais, je vois. Ouais, c'est toujours une bonne chose de toute façon. Si en plus c'est pour un truc cool et pas juste une fenêtre avec du texte où on peut juste discuter. Bonjour, j'ai un problème. Non, vous allez être redirigé vers un humain. Non, pas du tout. C'est un truc stylé qu'on va faire. Le but, c'est de recover ton site, quoi qu'il arrive dans tous les cas. Et on va jamais faire en sorte que tu restes dans une impasse. Au pire, on te propose quand même des solutions de dernier recours, du style des trucs un peu banals, mais que les gens n'ont pas forcément le réflexe. Restaurer une sauvegarde, activer un mode maintenance, etc. Mais l'IA va vraiment t'accompagner et faire en sorte de recover le site quoi qu'il arrive. Et évidemment, plus le temps va passer et plus cette IA sera pertinente, notamment avec la doc de notre propre outil, puis plein de choses. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment bien. On va voir ce que va être la première version, mais je sais que la version 10 va être incroyable. Si on va au bout de ma vision, ça va être vraiment un outil génial à utiliser pour les webmasters. Ok, top. Et je trouve ça pertinent de mettre de l'IA ici, tu vois, typiquement. Ouais, c'est ça en fait que je voulais dire, c'est que c'est bien de mettre de l'IA, parce que tu peux le mettre partout et tout. Quand c'est dans un endroit pertinent, c'est encore mieux, quoi. Ça change quand même pas mal de choses. Il y avait une deuxième question dans tes 3 questions. Ouais, mais est-ce qu'on les aborde maintenant? Parce que moi, je te propose qu'on les tease, qu'on en parle, qu'on dise qu'il y aura tel ou tel sujet la semaine prochaine. Mais ensuite, on va pas les aborder maintenant parce qu'on va dépasser là, malheureusement, notre format. Donc, il y avait le sujet. Qu'est-ce que toi, tu avais retenu qu'il fallait qu'on aborde? Moi, j'avais retenu qu'est-ce que tu fais après? Ouais, et ça, c'est... L'après. Ce serait bien d'en parler, mais on va pas le faire. Ça serait bien, ça serait bien. Mais non, on va pas le faire. Après Copilot, j'ai une idée. Sachant que les gens ont deviné que Copilot, ça pouvait durer 10 ans, quoi. Après, est-ce que moi, je vais rester dans l'opérationnel pendant 10 ans? Pas sûr. Parce qu'il y a plein de façons de gérer un projet. On n'est pas toujours PDG d'un projet. Enfin, PDG, oui, j'allais dire CEO, mais on va dire PDG en France. Restons français. Toi, tu pars à Dubaï, tu vas pouvoir dire CEO, du coup. Ça fera plus classe. Mais moi, en fait, c'est président, mon vrai poste. Entre président et CEO, il y a un monde, quoi. Alexis, président. Oui, il y a un monde. Donc, non, mais je peux quitter l'opérationnel et garder le projet même dans 10 ans sans forcément bosser dedans, mais sans forcément l'avoir revendu, je veux dire. On n'est pas obligé de revendre. D'ailleurs, les plus grandes fortunes de ce monde, elles se font en revendant rien du tout, en accumulant des actifs. Donc, si j'avais vraiment envie de devenir un Bernard Arnault, je te dirais là, normalement, que jamais je revendrais Copilot. Jamais. Je sortirais du projet, de l'opérationnel, et en restant propriétaire, très majoritaire, mais je le vendrai jamais. C'est comme ça qu'ensuite on affiche des valorisations à plusieurs milliards. Ouais. Alors je t'avoue que c'est pas l'objectif de ma vie de dire un jour que je suis multimilliardaire. J'ai vraiment pas l'impression que c'est un truc qui me drive intérieurement. Genre, c'est pas comme ça que je me lève le matin et je me dis faut que je donne tout aujourd'hui en devenant multimilliardaire, en devenant Bernard Arnault, l'homme le plus apprécié de France. Bien sûr. Mais voilà. Et c'est pas dit que je le vende non plus dans 10 ans, je sais pas. Mais effectivement, il y aura un après Copilot. On en parlera la semaine prochaine. Tu as réfléchi de ton côté un peu? Ouais, moi j'y ai réfléchi aussi, parce que la première fois que tu m'as posé la question, je t'ai dit, je dirais la semaine prochaine, ce que sera certainement mon après, même si la plupart des gens en doutent. Mais j'ai quand même aussi une porte de sortie pour répondre à cette question. Alors, c'était quoi l'autre alors? L'autre point, c'était... Attends, laisse-moi ressortir une de mes notes parce que je suis pas sûr de comment je l'ai... J'avais noté que c'était les trucs qui nous agaçaient, ouais c'est ça, qui nous énervent le plus, qu'on aime le moins dans le business en ligne. Je vous en ai donné quelques-uns là, je vous ai dit tous les mots compliqués. Et inversement... Le Scrabble du business en ligne et les copywriters. Il y a ça. Et on peut aussi faire des trucs qu'on aime bien, parce qu'il y a des trucs qu'on aime bien. On va faire les deux.
Le yin et le yang, faire les deux, le je parfait pense. équilibre, l'entre-deux. Exactement. Ouais. On pourrait même faire un jeu où tu fais certains et moi je fais les autres. C'est-à-dire, Bah, tu fais fais moi les ceux trucs que qui j'aime nous pas et tu fais les énervent. trucs que t'aimes bien. Ouais, par exemple. Ok. Ou pas, hein, ou alors on fait tous les deux les deux. Ouais, on va faire tous les deux, je pense. Ok, Je pense aussi. on se promet solennellement d'aborder tout ça dans le prochain podcast. Les grands projets, les grands projets de vie d'après tout ce qu'on fait maintenant. Sachant que l'après, Tout à ça peut fait. être dans longtemps. Mais voilà, c'est histoire de dire, voilà, qu'est-ce qu'on imagine pour ces 10-20 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire après. Parce que toi, il y a un après business en ligne, potentiellement. Donc, Potentiellement. ouais. Tout à fait. Et puis l'autre question, du coup, je sais déjà plus ce que c'est. Ah oui, ce qui nous énerve le plus en business. Ouais. Ça marche, on s'aborde tout ça. Est-ce qu'on se fait l'idée de business? Ouais, moi j'ai une question pour toi, Alexis. Quelle est ton idée de business de la semaine? Eh ben écoute, mon idée de business, c'est une idée que j'avais déjà eue il y a plusieurs mois/années. Et pour la petite anecdote, j'en ai même parlé à mon CTO sur Copylost. Il avait un peu validé l'idée en disant « Ah, sympa et tout ». Alors évidemment, on n'a pas creusé, surtout que je t'avoue que quand je vais te partager l'idée, tu vas voir que c'est pas non plus un business model qui va faire des milliards, tu vois, sans doute. On reste dans du consumer où les gens sortent pas facilement du bif, si tu veux, passe l'expression. Donc du coup, ça va pas se faire comme ça. Mais l'idée est vraiment cool. Dans l'exécution, en fait, tu as vraiment envie que ça existe. Enfin, moi, j'ai vraiment envie que ça existe. Et c'est une idée sur laquelle je voulais, moi, bosser, où je me suis dit, si j'avais 100 000 balles à perdre. Je suis désolé pour toutes les personnes que ça vexe, mais voilà. Ne prenez pas sérieusement quand je dis ça. Mais si j'avais 100 000 balles à perdre, Prenez-le très je sérieusement. dépenserais dans ce projet parce que j'adorerais que ce projet existe. Non, et en plus, c'est un projet qui pourrait vraiment rassembler tout le monde, mettre tout le monde d'accord en disant c'est un beau projet, c'est sympa, c'est bien. Après, sur la forme, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Alors, je te C'est- décris l'idée. Créer un nouveau carburant à base d'hydrocarbures. Non, c'est pas Non, ça. ce que je dis, mettre tout le monde d'accord, ça veut dire que ça concerne un peu de la nature, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un truc qui met facilement tout le monde d'accord, et voilà quoi, tu vois. Mon idée. Je serai l'avocat du diable. Mais en plus, je pense que je t'ai déjà décrit cette idée. Enfin, il me semble, hein, je suis pas sûr. Mais je crois, là, Ça y j'ai est. l'impression de revivre le moment, donc oui. Bah ouais, je pense. ouais. Vas-y, fonce. Ok. Mon idée. Normalement, tu te racontes pas pareil quand tu sais que la personne l'a déjà en tête. Non, mais moi je l'ai pas en tête. Je sais juste que quand tu vas le dire, je vais faire ah oui, mais je me rappelle Ok. pas ce que c'est là. Maintenant. Ok, parce que là, tu vois, j'ai du mal à y aller. Je me dis, tu sais, mon cerveau, il se dit, non, mais attends, là, tu vas faire tout mon truc un peu théâtral et tout, et il va direct te Non, casser. fais et dire, le truc ah théâtral. oui, je connais. Et du coup, tu voudras plus raconter dans ton Non, flow. je l'ai pas. Non, je Mon l'ai pas. idée, c'est une application mobile. Cette application mobile, c'est un Pokédex pour les animaux. Est-ce que je t'ai déjà parlé d'un Pokédex pour les animaux? Oui, Ok, tout je vais la refaire quand même du coup Très pour intéressant. nos chers auditeurs. Très intéressant. Ok. L'idée, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup découvrir des animaux, mais ça peut être 3 fois rien. Moi, c'est juste avec un lézard, un escargot, un insecte, je suis content, tu vois. Il ne faut pas grand-chose. Mais je pense que les gens, généralement, ont assez peu d'awareness sur ça autour d'eux. C'est-à-dire que les gens ne cherchent pas trop à voir les animaux autour d'eux, que ce soit les oiseaux, les reptiles, même un cerf, ou peu importe ce qu'il y a, ou un sanglier. Les gens ne vont pas trop chercher les sangliers. Mais en fait, il y a de la vie autour de soi, mais les gens ne s'en rendent pas trop compte. Et j'ai eu une idée, en fait, qui marie à la fois le fait que ça crée de l'awareness chez les gens et de l'intérêt pour la nature, pour les gens, et la volonté d'entretenir son habitat, donc faire attention, avoir des espaces verts, etc. Prendre soin des animaux, enfin en tout cas éviter de leur retirer leurs habitats et tout. Et en même temps faire vraiment un business quoi, là-dessus. Mon idée du Pokédex, c'est quoi? C'est d'avoir une application mobile où tu photographies les animaux à chaque fois que tu envoies n'importe quoi. Tous les animaux, vraiment tous. Tu les prends en photo et à chaque fois que tu les prends en photo, bah, tu les as capturés, exactement comme que tu capturerais un Pokémon. Et ensuite, tu as un certain nombre d'informations sur cet animal. Donc, tu vas avoir son aire de répartition. Tu avais la même chose dans Pokémon. Si tu captures un Pokémon sur ton Pokédex, après, tu avais l'aire de répartition tu sais où il géographique. est à peu près. Tu sais où il est. Donc, ensuite, tu vas avoir des espèces de badges pour dire il est plus ou moins rare, très commun, peu commun, rare, etc. Tu vas avoir l'aire de répartition. Tu vas avoir ensuite les actions pour faire en sorte de favoriser cet animal-là et faire en sorte qu'il y en ait plus dans son habitat naturel et sur Terre. Très bonne idée. Ou à l'inverse, quelles sont les actions que tu fais qui fait qu'il y en a moins, les trucs qui fait que c'est pas cool et voilà. Et puis tu as aussi d'autres infos sur je sais pas comment essayer de se rapprocher ou des petites astuces, des anecdotes à savoir, son nom, vrai nom, peut-être son nom latin, je trouve ça chiant les noms latins mais peu importe, plein d'infos comme ça. Et donc tu as toute une carte comme ça sur l'animal et en fait tu les captures. Sauf qu'en fait quand les gens voient un animal, ce qui se passe c'est que il se passe rien, c'est-à-dire qu'ils voient un animal et ils se posent pas de questions, ils disent j'ai vu un animal. Et là avec mon application l'idée c'est de changer le rapport qu'ont les gens à la nature et leurs réflexes.
et en faisant en sorte que dès qu'ils voient un animal, ils aient le réflexe de le capturer. Et donc, du coup, ça va pousser à l'exploration. Ça va pousser les gens à aller chercher. C'est-à-dire qu'avec cette application, d'un seul coup, aller chercher des animaux dans la nature devient une activité. Activité qui n'existe pas vraiment pour la plupart des gens, tu vois. Alors, ouais. J'ai un premier point à opposer à ça. Attends, je vais au bout. Ok, vas-y, et donc, pardon. Business oui, model, ça va être, je pense, simplement qu'il y a un abonnement payant, etc. Je sais absolument pas comment existerait cet abonnement payant. À la base, je voulais faire qu'on limite à l'échelle d'un pays. Et si je disais, si tu veux plus de pays ensuite pour aller capturer, explorer tes trucs. Mais sauf que je me suis dit, oui, mais d'accord, mais tu vas dire que tu vas avoir 1% d'utilisateurs qui sont tes clients. Oui. Donc c'est impossible. Donc après, je me suis dit, ça pouvait peut-être moins d'infos ou moins d'animaux, peu importe, etc. etc. Donc ça, c'était pour le business model. Et ouais, l'idée du business m'est vraiment venue du fait que j'avais envie de titiller la fibre un peu collectionneur en fait des gens et de pousser les gens à avoir un rapport différent à la nature, quoi, tout simplement. Moi, à chaque fois que je vois un animal, s'il y a quelque chose de matériel qui se produit, genre je le capture, j'ai une photo ou j'ai un sentiment de progression dans quelque chose. Ce sentiment de progression, c'est juste de savoir qu'il y a plein d'animaux qui existent autour de chez moi et tout. Donc ça a des vertus, je pense, écologiques intéressantes. Mais en même temps, je voulais un business model autour de ça, donc j'avais inventé un Pokédex pour les animaux avec un business model autour de ça, une application mobile tout simplement. Ok, je vois. Vas-y. J'ai quelque chose d'intéressant. Fais le Shark Tank. Cette idée. Non, je vais pas faire le Shark Tank du tout. Ouais. Mais j'ai quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, ton idée comblerait peut-être le manque, en tout cas, un besoin que certaines personnes ont déjà commencé à travailler chez eux. Mon voisin est un homme qui a environ 70 ans. C'est un homme très sympathique. Qui est à la retraite. Tu me décris mon avatar client, merci. C'est un homme d'environ 70 ans qui est à la retraite, qui est fan de photographie. Et moi, je vis dans une région où il y a spécifiquement beaucoup d'animaux. Je vis dans la région des Châteaux de la Loire. Et dans les Châteaux de la Loire, plus précisément près de Chambord, il y a énormément de cervidés, énormément de sangliers, de salamandres, de sangliers, voilà, bien sûr, de sangliers, enfin voilà, il y a énormément d'animaux, on en croise très souvent. Moi, j'en croise globalement au moins une fois par semaine, souvent plusieurs. Donc, c'est quand même assez fréquent. Et chez moi, en fait, dans la région où je suis, il y a cette habitude à plusieurs moments de l'année précis, donc notamment en septembre au moment du brame du cerf, mais pas que, aussi au début du printemps, où en fait, il y a tout un tas de gens qui viennent dans la région pour aller dans des observatoires, pour prendre en photo ces animaux. Et il y a ce truc de « Ah, toi, t'as eu un cerf, bah moi, j'ai eu un groupe de biches. Ah, toi, t'as eu... des animaux qui copulent, bah moi j'ai eu juste des bébés qui venaient de naître. Tu vois, il y a déjà un petit peu ce truc. En fait, ça existe déjà, mais c'est juste entre passionnés, quoi. C'est artisanal. C'est j'ai mon appareil photo, je vais à Chambord, sur une des tours où on est un peu en hauteur, on peut voir. J'attends des heures, et ensuite j'ai ma photo et je rentre chez moi, je suis content. Donc ça existe un peu déjà. Et je pense que le fait de le mettre en forme, faire quelque chose où vraiment tout le monde pourrait se mettre d'accord, etc. En tout cas, c'est chez eux qu'il faut que tu ailles bêta-tester ton app. Ouais. Parce qu'eux, ils sont déjà clients. Ils sont déjà friands de ça, ils attendent que ça en fait. Juste, ils n'ont pas l'idée parce qu'ils ont 65 ans de moyenne et qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et ils n'ont tous pas 100 000 balles à jeter par la fenêtre. Mais si tu devais aller chercher des bêta-testeurs, je pense que eux... Est-ce que tu sais ce qui a mal poussé le plus à m'auto-convaincre de cette idée et du fait que ça pouvait avoir un potentiel, même si le business model est compliqué? Donc du coup, non. mais quand même, c'est en fait Pokémon Go, tout simplement. Oui, en fait, pour moi, le phénomène Pokémon Go, c'est littéralement le phénomène que je voudrais, mais dans la vraie vie. Alors, en fait, produire le même enthousiasme et la même excitation pour les vrais animaux et des vrais trucs qui existent vraiment, mais pas juste pour les trucs virtuels. Et en fait, essayer de reproduire cette alchimie-là, cette chimie de la dopamine à choper en fait des animaux ou des trucs, comme moi j'ai ressenti à plusieurs reprises. Par exemple, là, je me balade régulièrement autour de chez moi et un jour, complètement par hasard, je suis tombé sur un lézard qui est carrément rare, tu vois, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, qui est pas du tout le classique lézard gris des murailles. C'était un gros lézard vert, truc que tu vois jamais dans ces coins-là et que tu verrais normalement que en Équateur ou enfin tu vois dans des pays exotiques, mais tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là ça? Puis en fait tu découvres qu'il y a d'autres animaux et tout, mais tu aurais pu le savoir d'ailleurs avec le Pokédex en allant chercher et en disant ensuite je peux le trouver à tel endroit, etc. Et j'avais ressenti la même chose également quand j'avais fait un stage de survie. Je t'ai déjà raconté cette anecdote. J'ai fait un stage de survie il y a quelques temps déjà, et quand on s'est baladé de nuit dans la forêt, parce qu'il pleuvait et qu'on était de nuit, j'ai vu un animal que la plupart des gens ne voient jamais en fait dans leur vie, alors qu'en fait il est pas rare, mais il faut aller de nuit dans une forêt dans certains coins. C'est des salamandres.
Il y avait des salamandres absolument partout. Il y en avait des dizaines, des centaines. Ça grouillait vraiment. Et je trouvais ça génial. J'avais vraiment l'impression, en tombant sur cette salamandre de nuit, que je tombais sur un Pokémon semi-rare, tu vois. Ça me faisait le même effet que quand je jouais quand j'étais jeune. Le même effet. Et je voulais reproduire ça pour les gens, via une application et de la gamification. Alors, la seule limite pour moi, c'est que je pense que cet effet, il existe parce que dans Pokémon, c'est des animaux qui n'existent pas. Ouais. Et qu'il y a vraiment l'aspect hyper gamifié. On baigne dans Pokémon, etc. En fait, si je disais la vérité, l'idée, je la trouve top. La mise en pratique, je la trouve quasiment impossible. Je pense que malheureusement, à part les gens comme toi, moi un peu aussi quand même, mais moins que toi, je le sais. Mais alors les gens en dessous de moi au niveau intérêt, en fait, je pense qu'on pourrait pas créer de l'intérêt chez des gens qui n'en ont pas de base. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je pense qu'il y a des gens intéressés qui adopteraient et qui seraient super contents et qui kifferaient. Mais des gens qui s'y intéressent pas du tout, qui sont là à scroller sur TikTok, malheureusement, je pense qu'on aurait du mal à les pousser à aller dans la forêt pour prendre en photo. Puis le business model, encore une fois, il est compliqué parce que si tu fais un petit calcul le plus rationnel possible de combien tu peux estimer gagner, combien tu vendrais cette app, quel pourcentage prendrais, taux de conversion, etc. Tu te dis à la fin, sur une app comme ça, même si mon marché c'est le monde entier, je trouve que le tunnel de conversion il est sévère. C'est-à-dire que le bas du funnel, il est très très serré, quoi. Il n'y a plus grand monde. C'est vraiment ce que je me dis. Après, on ne peut jamais savoir quelle est la taille du marché quand on est sur le monde entier. Et on peut pas. Enfin, il y a tellement de business où en fait, il y aura un petit business, tu vois. Mais le but, c'est pas non plus de faire une TPE. Donc, bon. Voilà, quoi. Aucun problème avec les TPE d'ailleurs. Hein, non, mais quand tu parles d'une application comme ça et que tu vises le monde entier, c'est un peu bizarre quand je dis une TPE, c'est que tu as une zone de chalandise. Si tu fais une application, à l'échelle du monde et que ta zone de chalandise c'est le monde entier, que tu te retrouves avec une TPE, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est pas cool. Ouais. Mais après, si t'as envie, c'est bien. Cool. Faut des métiers, faut plus de jobs, c'est très bien, c'est cool. Mais c'est pas. Mais voilà, une application comme ça, c'est normalement, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour la base d'utilisateurs et le nombre de gens qui peuvent acheter. Mais c'est quand même intéressant parce que Pokémon Go, ils ont fait un truc très cool. Ouais. Il y a peut-être d'autres aspects, peut-être à un endroit, peut-être avec de la nourriture. Enfin voilà, je pense qu'effectivement, j'ai pensé avec de la nourriture aussi. Je me suis dit, on reproduit le même truc avec l'architecture, avec la nourriture, j'ai voulu reproduire sur tout. Et on construit un empire. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Avec l'architecture, pour le coup, je pense que ça marcherait beaucoup mieux parce que les gens vont voir des choses. Ouais. Et juste, ils n'ont pas les infos, quoi. Ouais, c'est possible. Ils sont là, ils prennent en photo. Voilà, quoi. Globalement, c'est quand même une idée de business qui pourrait se répliquer quelque part. On pourrait y avoir un business model. Mais je crois qu'il est temps de nous quitter, Alexis. Ouais. Non, après, ce qui est bien sur la partie des business, c'est qu'on essaiera de varier les plaisirs. Et là, c'était une application mobile. Avant, on a fait un business physique à Dubaï. Enfin, voilà, on est dans la diversité ici, donc... On est dans l'ouverture d'esprit, la diversité, la bien-pensance, vous l'aurez compris. Oh non, dommage. Non, mais on va couper. Attends, je reprends. Pardon. Là, je pouvais pas rester sérieux après avoir dit un truc comme ça. Le prochain épisode sera pour toi, l'idée de business. Fais-nous un truc bien original, par exemple une chaîne de boulangerie vraiment ambitieuse qui veut conquérir le monde à la Eric Kaiser ou un truc un peu cool comme ça. Je vais nous trouver un truc comme ça. Du coup, puisque maintenant on a fait les appels à l'action au début du podcast, mais les plus importants, c'est évidemment ceux à la fin du podcast, ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout et à qui ça leur a plu. Vous avez appris des choses, ça vous a intéressé. On a une faveur à vous demander. Les évaluations sur Apple Podcast, c'est super important pour nous. Donc vraiment, si ça vous a plu, je vous invite d'ores et déjà à vous acheter un iPhone si vous n'en avez pas déjà et à aller sur Apple Podcast et à nous laisser une évaluation de 5 étoiles. Notamment une dernière évaluation là sur Apple Podcast qu'on a eue. Et je me disais peut-être que, parce que j'avais déjà vu ça dans un des tout premiers podcasts de ma vie, je crois en 2017, que j'avais écouté, ce gars-là, il faisait ça, il lisait ses évaluations. Elle lisait iTunes du coup à l'époque, donc Apple Podcast maintenant, mais il prenait le temps de les lire pour pouvoir répondre aux gens, parce que les gens prenaient le temps de laisser des longs commentaires du coup, parce que forcément il y a un cercle vertueux qui se crée. Les gens ont envie de pas juste dire ah très cool votre podcast, mais de commenter, de dire quelque chose, de rebondir sur un sujet, etc. Juste ça pourrait être cool. Si jamais vous voulez laisser une évaluation sur Apple Podcast, on peut lire les évaluations avec vous, et puis du coup si vous avez des trucs à dire comme ça on rebondit dessus. Ça peut être une manière intéressante d'interagir. Tout à fait. Voilà, donc laissez des évaluations sur Apple Podcast. Ça nous est vraiment très 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 utile pour envoyer le podcast dans d'autres sphères. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine, Louis. Tout à fait. On se retrouve la semaine prochaine à la même date pour un épisode 7. Plein de rebondissements et plein de sujets business très intéressants comme d'habitude.
C'était un plaisir du coup. À la semaine prochaine. C'était un plaisir, Alexis. Ciao. Ciao. Ciao tout le monde.